Eh bien, je vois tout le monde se dire bonjour. Je vois que le nombre de participants commence à augmenter plus lentement. Et dans le sens où on a pas mal de choses à aborder ensemble finalement au cours de cet atelier, bah, je vous propose qu'on commence. Effectivement, il y a la possibilité d'intervenir qui est présente à travers le chat. On vous demandera de faire attention pour qu'on puisse bien tous avoir le bénéfice de vos contributions, d'envoyer vos contributions en les adressant à tous les panélistes et participants, et pas uniquement à tous les panélistes, pour qu'on puisse voilà, pouvoir vraiment interagir tous ensemble pendant cet atelier. Eh bien, encore une fois, bienvenue à tous, surtout aux derniers arrivants. Voilà, on a souhaité vous proposer un atelier sur la question de l'organisation collective de l'accompagnement sur un territoire à travers l'angle particulier de la place et du rôle des SIAO dans la mise en œuvre des plateformes d'accompagnement. C'est parce que c'est un enjeu particulier dans le cadre de la mise en œuvre du logement d'abord. L'accompagnement en est une des conditions de réussite. Et ça, voilà, c'est une réalité qui ne vous est pas étrangère, que pour réussir et faire progresser le logement d'abord, il faut pouvoir faire progresser l'accompagnement social autour des personnes. Alors, bien sûr, ce n'est pas les travailleurs sociaux qui vont construire avec leurs petits bras les 60 000 logements en PLAI qui seraient nécessaires et que les fédérations associatives, notamment la FAS, appellent de leur vœu pour mettre en place une politique du logement qui soit vraiment abordable. Ils ne pourront pas non plus construire la moitié qui correspond au delta vis-à-vis d'une année comme 2020. Néanmoins, le rôle de l'accompagnement est fondamental vraiment pour qu'on puisse rendre réelle cette aspiration à proposer un accès direct depuis la rue, depuis les structures d'hébergement au logement. Cette question de l'accompagnement humain, de l'idée de faire chemin avec les personnes, elle est portée par la fédération depuis toujours, depuis sa création. Et elle s'est un peu re-questionnée, reposée de manière plus importante depuis maintenant quand même pas mal d'années que la logique du logement d'abord se pense et se déploie. Cette logique, elle nous pose un certain nombre de questions sur voilà, comment est-ce qu'on pense l'adaptation de l'accompagnement aux besoins des personnes. Elle nous oblige aussi, pour les associations notamment, à repenser la manière qu'on a de travailler ensemble, de travailler avec l'accompagnement social de droit commun, notamment le rôle important du service social de secteur, de travailler aussi davantage en pluridisciplinarité, en intégrant d'autres acteurs, et on se rend petit à petit bien compte que bien que les travailleurs sociaux soient formés et compétents pour proposer un accompagnement global, pour que cet accompagnement soit vraiment global, il faut pouvoir proposer des choses aux personnes, proposer des ressources qui sont adaptées et qui correspondent vraiment à leurs besoins. Donc, pour pouvoir aborder un peu plus en détail ces questions de coordination de l'accompagnement, de comment est-ce qu'on travaille mieux ensemble finalement, on aura la chance d'avoir 4 super intervenants. On aura parmi nous la chance d'avoir Quentin Lemat qui travaille pour l'APSA 62, qui est l'association adhérente à la FAS qui coordonne et pilote le SIAO du Pas-de-Calais. On aura la chance aussi d'avoir Gaëlle Daniel, qui est directrice des solidarités et de l'insertion au sein du Conseil départemental de Loire-Atlantique. On aura aussi Aurélie Dufay, qui nous apportera le point de vue d'une métropole, celle de Grenoble-Alpes, et au sein de laquelle elle est responsable du service logement social et hébergement. Et on aura aussi Manuel Hénin, qui est maintenant directeur du pôle accompagnement et accès au logement à la DIAL. Voilà, on a vraiment souhaité pouvoir, justement, sur une table ronde où on parlerait des notions de complémentarité et de coordination entre acteurs, pouvoir avoir différents points de vue, en fait, différents regards qui se mêlent pour pouvoir comprendre un peu mieux comment ces logiques de plateforme elles se déploient. Donc justement, renforcer et articuler l'accompagnement social l'accompagnement social vers et dans le logement dans des logiques de complémentarité, de pluridisciplinarité, ça constituait un des grands défis du plan Logement d'abord. Et donc à ce titre, depuis 2018, les territoires qui se sont engagés dans l'appel à manifestation d'intérêt, ils ont chacun développé des modèles souvent assez originaux, différents les uns des autres, de plateformes. Donc, le but de l'atelier aujourd'hui, ça va être notamment de revenir sur ce qu'on met chacun en fait derrière ce concept de plateforme, qui est une notion qui justement vient du bâtiment, mais qui, en ce qui nous concerne, traduit vraiment cette idée de comment est-ce qu'on met en commun un ensemble de ressources qui viennent de différents services, de différents établissements, de différents domaines d'expertise, pour finalement les adapter aux besoins des personnes. Voilà, on ne pourra pas tout à fait épuiser en 1h45 tous les contours de cette notion de plateforme, qui est une notion qui n'est pas exclusive au secteur de l'AHI et qu'on retrouve dans tout le médico-social avec, voilà, c'est autour des notions de plateforme de services, de plateforme dépendance, par exemple, qu'on voit beaucoup poindre dans l'ensemble du champ médico-social.
Donc, voilà, c'est une notion qui est importante. Si vous voulez développer un peu cette notion, on ne pourra pas complètement la développer ensemble aujourd'hui, mais vous pouvez aussi, je vous renvoie vers les travaux importants de Jean-René Loubat, qui a travaillé différents ouvrages et articles sur ces notions de plateforme de service. Aujourd'hui, on va se concentrer vraiment sur la question des plateformes appliquées au logement d'abord. Et donc, la fédération travaille ce sujet depuis plusieurs années, mais de manière plus importante depuis 2 ans et la mise en œuvre de la Mi-Logement d'abord. On a travaillé particulièrement avec un groupe d'adhérents qui était composé principalement de chefs de service et de travailleurs sociaux sur le territoire de Toulouse. Donc, c'est un peu souvent le cas quand on travaille ces questions de plateforme, qui est une notion un peu justement indéfinie au moins à son début. On a travaillé avec des travailleurs sociaux et des chefs de service, et du coup, ça a produit une réflexion qui était beaucoup centrée sur les modes de coopération assez concrets, les modes d'action innovants qui peuvent être mis en place en termes de travail social concret finalement auprès des personnes. Alors, c'est une des dimensions des questions de plateforme, mais il y a une dimension qui est aussi très importante et qui était au cœur aussi du travail que la DIAL a pu mener aussi depuis l'AMI sur cette question-là. La DIAL a notamment produit une note sur les plateformes d'accompagnement qui vise un peu à en dresser les contours, les missions et les différentes formes. Donc, la DIAL a notamment arrivé sur une première forme de modélisation sur les différentes formes de coopération que les logiques de plateforme peuvent traduire. On peut traduire un peu deux types de dynamiques, des dynamiques qui sont d'une forme plutôt de mutualisation, donc des acteurs qui se mettent ensemble en disant voilà, telle et telle ressource d'accompagnement, d'accès au logement notamment, on va essayer de les mettre dans une sorte de pot commun et ça va constituer une entité qui sera le prémisse de cette notion de plateforme. Puis dans d'autres territoires, cette notion de plateforme, elle est plutôt dans un mode d'instance de coordination et de création d'un ensemble d'espaces dans lesquels les professionnels à différents niveaux vont pouvoir échanger. Et les deux ne sont pas du tout exclusifs l'un vis-à-vis de l'autre. Donc, pour pouvoir aller un peu plus en détail dans ce que représentent ces logiques-là, vous pouvez justement vous nourrir éventuellement des travaux de la DIAL et de la Fédération dans plus travail social sur ce sujet. Et puis, on va maintenant essayer d'avoir un peu un échange et un débat entre nous sur les différents regards que peuvent avoir les acteurs sur les plateformes. Donc, on va un peu cheminer entre ces différents regards qu'on a aujourd'hui autour de la table. Et puis, dans un deuxième temps, vous pourrez adresser vos questions à toute ou partie des intervenants qui sont là, dont on a la chance qu'ils soient là avec nous aujourd'hui. Je vais poser d'abord deux premières questions à Aurélie Dufay, dont je rappelle que vous travaillez au sein d'une métropole. C'est intéressant d'avoir le regard d'une métropole sur ces sujets-là, au sein de la métropole de Grenoble-Alpes. Et vous êtes responsable du service qui est en charge du logement social et de l'hébergement, donc finalement le service qui est au cœur de ces questions de la mise en œuvre du logement d'abord. Je vais vous poser une première question et j'en ai une deuxième à vous poser ensuite sur finalement qu'est-ce qu'elle recoupe pour vous, cette notion de plateforme pluridisciplinaire, qu'est-ce qu'elle a été à son origine et qu'est-ce qu'elle apporte à la logique du logement d'abord pour vous? Oui, bonjour à tous. Merci pour la présentation. Il paraît aussi que j'ai un sifflement qui va être un peu désagréable pour vous. Je m'en excuse, mais on avait le choix entre le sifflement ou la parole hachée. Donc, on va faire avec. Voilà. Ceci étant dit, effectivement, je travaille à Grenoble Métropole. Moi, ce matin, mon ambition, c'est simplement de peut-être faire un modeste retour d'expérience, d'éclairage. Sur un territoire qui s'est engagé pleinement dans la mise en œuvre accélérée du logement d'abord en 2018, donc un peu un territoire première génération pour la DIAL. Et à ce titre-là, on a effectivement participé au référentiel que Adrien citait, que la DIAL a pu élaborer, et puis avoir un retour de terrain sur ces enjeux de plateforme. Sur mes fonctions, ça a été dit, en fait, ce qui est intéressant, c'est une métropole qui est très volontariste sur l'habitat, mais assez neuve sur l'habitat social, on va dire, la politique sociale de l'habitat. Donc, beaucoup de choses à construire et peut-être pas à reconstruire, mais à articuler aussi différemment. Et c'est comme ça que nous avions abordé la logique du logement d'abord. Et la notion de plateforme est venue pile à ce moment-là, en fait, interrogeant à la fois le niveau de gouvernance et le niveau opérationnel. Donc, on a souhaité réfléchir dans ces deux axes un petit peu différents. Et pour reprendre le propos introductif, on avait fait un exercice en demandant aux acteurs, tous les acteurs, de dessiner ce que ça représentait une plateforme.
d'amener un visuel. Et ce qui était ressorti comme plébiscité par un certain nombre d'acteurs, c'était les plateformes pétrochimiques avec plein de tuyaux et plein de passerelles. Et on s'est dit, c'est exactement ce qu'il ne faut pas faire en fait, pour être opérationnel et apporter une plus-value sur le territoire. Donc, on a défini notre stratégie plateforme comme étant une mise en commun de ressources propres à différents acteurs, avec l'idée de dégager de nouveaux modes de faire et d'aller aussi trouver des synergies pour innover. C'est là où le soutien de la DIAL était particulièrement important dans le soutien financier aux expérimentations. On a retenu la logique de parcours de la personne, c'est-à-dire de partir de la rue jusqu'au logement. Alors aujourd'hui, on parle du service public de la rue au logement, c'est exactement la même idée. Et d'identifier à chaque fois là où intervenaient les différents acteurs. Et du coup, sur ces espaces, est-ce qu'il y avait lieu de renforcer des choses, de créer de nouvelles choses, de simplifier, voire d'innover. Et du coup, on a chronologiquement dans cette idée de parcours une plateforme qui se traduit ainsi. On a la partie numéro 1 qui est sur la veille sociale et l'allée vert. Donc, une partie de l'activité de la veille sociale du SIAO est inclue dans la plateforme. Les maraudes opérationnelles également, qui sont liées au dispositif qu'anime le SIAO. Le deuxième bloc dans notre plateforme est la mission d'accès aux droits. Où nous sommes allés renforcer sur moyens propres de la métropole des moyens en fait, pour ouvrir les droits des personnes qui sont en campement et squat. Une troisième fonction clé qui est celle d'orientation, l'autre fonction d'orientation du SIAO et d'ouverture. Oui, donc on a souhaité identifier et mettre au cœur finalement de la plateforme. Nous on parle de porte d'entrée en fait, et on s'est assuré via la mise en place de la plateforme que la porte d'entrée était accessible à un grand nombre, voire à un plus grand nombre de travailleurs sociaux du territoire, en faisant la jonction aussi avec la partie logement social, parce que c'était deux mondes qui finalement pouvaient, hébergement et logement, ne pas forcément dialoguer. Un exemple, c'est l'association des travailleurs sociaux dans les CCAS des communes à cette possibilité de saisir le SIAO. Voilà pour la troisième fonction. Notre quatrième fonction dans la plateforme, c'est de prescrire des accompagnements globaux et ce qu'on appelle des mesures d'accompagnement de niveau renforcé. Une fois qu'on a identifié cette fonction, on s'est attelé avec la DDCS à renforcer la coordination entre les associations, simplifier en fait tous ces parcours d'attribution de mesures autour de mesures AVDL, de mesures ASL, enfin tout ce qui pouvait déjà exister, et puis en venant renforcer aussi financièrement des mesures d'accompagnement via le programme 10 000 logements accompagnés. Dernière fonction qu'on a donnée à cette plateforme, la fonction clé de mobiliser l'offre du parc social et l'offre du parc privé via l'intermédiation. Donc ça, on s'est aperçu que sur notre territoire, il y avait un enjeu de coordonner les différents réservataires qui pouvaient intervenir dans le parc social et en lien avec les bailleurs. C'est une fonction de la métropole à assumer, enfin assume pour la plateforme. Et puis, on a pris de front le chantier de mobilisation, de captation du parc privé, où voilà, on va aboutir prochainement à une nouvelle plateforme. Alors, ça se multiplie, mais enfin, pour nous, elle est bien intégrée à cette plateforme du logement d'abord. La fonction, en tout cas, de captation est bien intégrée à la plateforme pluridisciplinaire. Voilà, donc si je résume, nous, on a vraiment choisi la logique de parcours en mobilisant les différents temps. Et puis, on s'est aperçu que dans notre plan initial, et ça rejoint la question peut-être de l'évolution aussi, on n'avait pas forcément pensé d'entrée de jeu l'importance de l'observation croisée ou l'observation dynamique qu'on souhaite rajouter à la plateforme. Pour nous, ce que je mets derrière observation dynamique, c'est la mise en lien entre les actions et les dispositifs opérationnels qui répondent aux besoins des personnes en opérationnel et en fait leur traduction sur leur traduction auprès des acteurs sur la couverture de ces besoins, j'allais dire pas en bilan annuel, mais presque en temps réel ou au moins autant en temps réel que possible. Voilà, donc ça, aujourd'hui, j'arrive à le décrire de manière, j'espère, intelligible.
Vous dire que tout était pensé d'avance, je pense que c'est faux. On s'est aussi laissé dans la construction la souplesse en fait dans le partenariat local, la souplesse pour intégrer de nouveaux acteurs. Notamment, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on n'est pas allé assez chercher les acteurs de l'hébergement d'urgence, par exemple, et donc c'est un point d'amélioration. Mais je crois qu'effectivement, votre description de votre modèle qui est très intelligible, on a compris que justement, il y avait différents niveaux qui vont d'éléments très opérationnels au contact direct des personnes qui visent à renforcer l'aller vers jusqu'à des éléments beaucoup plus liés à la coordination voilà, de l'offre d'accompagnement et l'offre de logement notamment. Est-ce que vous pourriez éventuellement nous redire finalement pour qui et par là un peu penser pour quel public finalement elle a été pensée et conçue cette plateforme-là et finalement qui sont aussi les autres acteurs avec lesquels vous l'avez pensée et conçue et avec lesquels qui participent et qui contribuent à cette plateforme aujourd'hui. Oui, alors je vais peut-être inverser en commençant par la deuxième partie de la question. Sont membres de la plateforme aujourd'hui, donc l'État local des DCS, la métropole, le SIAO, les opérateurs d'accompagnement, une partie des acteurs de maraude, d'aller vers, et les bailleurs sociaux. Ce que je disais, c'est qu'on a identifié le fait qu'il y avait une certaine pertinence à aussi mieux associer les acteurs de l'hébergement d'urgence. Et puis une petite particularité chez nous, où on travaille avec le conseil départemental, mais sur le plan technique et pas dans un partenariat politique, ce qui est une vraie faiblesse pour le coup, quand on veut avoir une logique la plus globale possible. Et en fait, c'est bien, pour répondre à la première partie de la question, cette idée de globalité qui a animé l'ensemble de ces acteurs, même s'ils n'étaient pas tous d'accord entre eux, puisque les publics concernés sont au sens large les publics à la rue, dépourvus de logement, de toit ou qui risquent de le perdre. Et à l'entrée, c'est-à-dire quand on a dans la fonction de veille sociale et d'aller vers, il n'y a aucune distinction de statut administratif. C'est là où il y a déjà des désaccords possibles entre les membres de la plateforme, et on a acté ça. C'est ensuite dans la déclinaison de la réponse opérationnelle que la plateforme, en fait, a des réponses différenciées. Puisque la politique du logement d'abord s'adresse aux personnes qui peuvent accéder au logement. Et du coup, ça veut dire qu'il y a un deuxième circuit de réponse qui est en partie avec l'État pour pouvoir offrir une réponse d'hébergement. Donc ça, c'est le circuit classique avec l'État, mais aussi une réponse au problème de sans-abrisme pour des personnes qui ne rentrent pas dans ces critères déjà définis. Donc c'est un travail plutôt ici de la métropole avec les secteurs associatifs et citoyens. Et ça, c'est un axe fort pour nos nouveaux élus qui, si ils ont bien repris la construction du précédent mandat avec la logique du logement d'abord, ne veulent pas s'arrêter aux critères administratifs pour apporter une réponse aux personnes. Voilà, donc dans la plateforme, on a un bloc commun et puis on a ensuite toute une logique qui répond à une partie du besoin. Et la métropole porte par ailleurs la réponse à une autre partie du besoin. Ce qui permet de dire, je ne sais pas si c'est un affichage ou pas, mais que la plateforme, elle répond aux personnes qui sont dans le besoin, qui n'ont pas de toit au sens large. Merci beaucoup pour cette réponse très claire. On va continuer avec le point de vue d'une association, cette fois-ci d'une association qui porte un SIAO sur un territoire, celui du Pas-de-Calais. On va passer la parole à Quentin Lemat. On va reprendre aussi un peu avec vous les origines assez rapidement. Dans un territoire où justement la particularité, c'est que le SIAO joue là un rôle très central dans la mise en place de cette plateforme-là, à ce que j'en ai compris du moins. Donc, quelle a été pour vous, en fait, sur votre territoire, la genèse de cette évolution et finalement, quelle a été la vision qui a fait consensus autour de cette notion de plateforme avec les différents acteurs du territoire? Déjà, bonjour à tous. Je vois qu'il y a quand même beaucoup de monde, donc ça fait plaisir. Ça met un peu la pression, mais on va s'en sortir, je pense. Du coup, concernant la question, je pense déjà qu'il faut se dire
dans le Pas-de-Calais, on a cette chance, c'est de ne pas partir de rien sur, entre guillemets, cette approche partenariale des problématiques sociales. Et c'est pas vraiment une nouveauté. Donc, c'est un territoire qui traditionnellement dispose déjà d'un partenariat fort qui précède au logement d'abord. Et au-delà du logement d'abord, on a aussi la chance d'avoir différents outils à destination de tous les partenaires qui permettent d'aller vers les publics en difficulté. Donc, sans parler de l'équipe de rue du SIAO, on dispose d'autres outils qui sont très utiles et indispensables dans notre activité au quotidien, notamment l'équipe mobile psychiatrie, l'équipe mobile de soins addictos, qui peuvent justement permettre de ramener des personnes vers le soin et d'aller vers ces personnes. Et donc, c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'acteurs qui sont très engagés. Après, pour répondre sur l'idée de cette genèse du projet, déjà, ça part de l'appel à manifestation d'intérêt logement d'abord en 2018. Et ça part bien sûr d'une volonté d'agir sur la prévention des expulsions et dans l'accès au logement. Donc, c'est une volonté politique, mais aussi des acteurs de terrain. Après, ce qu'on voit aussi, c'est qu'aujourd'hui, les bailleurs, ils sont poussés par la loi à reloger au moins 30% de publics dits prioritaires et qui peuvent être du coup marqués par des situations sociales très difficiles. Et donc, quelque part, ils voient de plus en plus d'intérêt de travailler avec les associations, avec les services sociaux pour sécuriser les accès et le maintien dans le logement. Donc, en 2018, il y a eu aussi le développement de ce qu'on appelle une commission interbailleurs qui étudie les sortants d'hébergement et les dossiers reconnus prioritaires d'ALLO. Et rien que ça a permis déjà de faire en sorte qu'on se rencontre plus souvent et qu'on essaie de tisser une relation dite gagnant-gagnant, quoi. Concernant les associations, euh, les acteurs du territoire, ils sont partis du constat aussi qu'on avait plusieurs dispositifs d'accès et de maintien dans le logement, mais des difficultés quand les situations étaient plus complexes et cumulant des problématiques. C'est-à-dire à la fois dans la fréquence des interventions avec les dispositifs classiques du type FSL accompagnement ou AVDL, on avait un manque en fait, on n'arrivait pas à intervenir assez. Et du coup, pour des publics qui étaient entre guillemets un peu plus éloignés du logement, c'était quasiment impossible d'intervenir correctement, quoi. Aussi sur les jeunes, on a constaté clairement un manque, et ça, je pense que on le retrouve un peu partout. C'est voilà, l'accès au logement des jeunes avec cette question des ressources, etc. C'est une problématique qui est vraiment prégnante. Et voilà, donc on constatait aussi sur le territoire de plus en plus de situations complexes, notamment aussi de troubles psy. Et donc, en fonction de tous ces constats et de tout ce qui a pu se faire, il y a eu le développement de cette plateforme Logement d'abord. L'idée, c'était de pouvoir, en fait, la plateforme Logement d'abord, on la voit comme un réseau de partenaires qui se coordonnent pour résoudre des situations complexes liées au logement. Donc, c'est pas forcément une instance physique qui va se réunir tous les mois ou à intervalles réguliers, mais plutôt une instance qui implique les partenaires à différents niveaux, à la fois dans le diagnostic ou dans la résolution des situations. Et donc, du coup, elles sont animées par le coordinateur et ça, c'est mon rôle. Donc, la mission de cette plateforme, c'est de traiter des situations individuelles. Du coup, comme je l'ai dit, en impliquant les partenaires sur le diagnostic. L'idée, c'est d'avoir un diagnostic le plus étayé possible, comprendre les besoins de la personne et justement les besoins en accompagnement. L'idée, c'est que cette instance, elle soit la plus opérationnelle possible et qu'elle permette de trouver une solution de logement et une solution d'accompagnement. Donc, on s'interpelle, on va dire, on interpelle les partenaires à la fois pour des éléments de diagnostic, mais aussi pour savoir quels accompagnements peuvent être mis en place et ce que chaque partenaire peut apporter aussi à la situation et à l'accompagnement. Et bien sûr, une des missions principales, c'est trouver le logement. Et donc là, les bailleurs, ils ont toute leur place dans cette plateforme Logement d'abord. C'est intéressant, vous avez évoqué un certain nombre de problématiques qui ont un peu été à l'origine finalement de la volonté de se rassembler.
est-ce que du coup, aujourd'hui, finalement, l'entrée sur la plateforme pour un ménage ou une personne, ça correspond à des situations particulières. Finalement, quelles sont les indications qui font que les personnes, elles vont être finalement intégrées dans les processus d'échange et un peu de coordination de parcours que vous faites justement dans la plateforme? Alors, l'idée c'est que ce soit les problématiques, elles peuvent être très larges et chaque dossier est différent. Mais l'idée, c'est que ces plateformes, elles concernent des situations complexes liées au logement. Alors, on agit soit pour le maintien, soit pour l'accès des personnes présentant des situations complexes. Le maintien, c'est dans l'idée de se dire on va agir en amont du sans-abrisme et éviter toutes les conséquences dramatiques liées à une expulsion. Quand je parle de situations complexes, donc ce qu'on retrouve très souvent, en tout cas sur le territoire, c'est à la fois une situation liée au logement, donc soit dans l'accès ou soit dans le maintien, c'est-à-dire les personnes sont en difficulté sur ce champ-là. Après, il peut y avoir des problématiques de gestion budgétaire, mais aussi des addictions, souvent c'est ce qu'on retrouve, ou des troubles psychologiques ou psychiatriques. Et on va dire en fonction, c'est souvent ce qu'on retrouve le plus souvent, quoi, et sur lesquels on essaie d'agir. Donc c'est des situations en fait pour lesquelles les accompagnements, dits classiques du type FSL accompagnement ou AVDL ne suffisent pas et il y a besoin de coordination entre les différents acteurs et surtout, l'engagement de chacun. Que chacun puisse s'engager à apporter entre guillemets «un bout de la réponse», y compris les bailleurs car, bon, c'est aussi des personnes, il ne faut pas se cacher, c'est qui ont des parcours locatifs, entre guillemets, «semés d'embûches», qui sont connus de différents bailleurs et dont le profil n'apparaît pas à première vue comme attirant pour, les bailleurs sociaux. Donc voilà. Après, comme je te le disais, la plateforme, c'est pas forcément une instance physique, qui se réunit à intervalles réguliers, mais nous, on souhaite que ce soit un réseau d'acteurs opérationnels. Donc des fois, on va se rencontrer, des fois, ça va plus être des échanges, dits dématérialisés. Donc sur les acteurs qui sont incontournables, en premier lieu, je pense qu'il y a la personne concernée. En tout cas, nous, c'est ce qu'on essaie de faire à chaque fois, c'est d'intégrer, la personne, parce que ça forcément, ça se passe mieux quand elle est là. Après sur les acteurs, il y a aussi le département qui est le pilote, FSL, qui a un certain nombre, on va dire d'outils, et de leviers qui nous permettent, de réaliser des choses. Il y a la sous-préfecture, notamment dans des situations d'expulsion. Parce que bon, qu'on a la chance aussi sur Lens d'avoir un sous-préfet qui va faire attention à ces situations, qui va un peu avoir une politique zéro expulsion, donc essayer de trouver des solutions au maximum pour éviter les expulsions des personnes. Ensuite, dans les partenaires, il y a le TDCS, pas forcément le SIAO et les bailleurs. Et donc, comme je te disais, en fonction des situations, il y a différents partenaires qui peuvent être sollicités, qui ne le sont pas systématiquement, mais on va dire, on essaie de travailler dans la dentelle. Donc, on va voir notamment les CSAS, il y a les structures de soins psy, structures soins addictos, ou encore des entreprises d'insertion, la mission locale, le CLAGE, etc. On peut aller très très loin. Là, ce qu'on essaie aussi de faire actuellement, c'est de travailler des projets avec le monde culturel, et enfin, en ce moment, c'est un peu compliqué, mais du coup, notamment à destination des jeunes. Euh, alors, comme je te dis, c'est dématérialisé, juste peut-être pour finir là-dessus, c'est qu'au départ, on avait opté pour des grandes réunions, en fait, des grands messes où on réunissait vraiment tous les partenaires autour d'une table afin de matérialiser cette plateforme Logement d'abord. Mais on se rend compte que la démarche, bah, au niveau opérationnel, elle n'est pas forcément pertinente et surtout pour favoriser la participation de la personne. Parce que quand la personne arrive, qu'il y a 15 personnes autour de la table, il y a ce fait qu'elle ne peut pas s'exprimer librement, etc. Et que c'est un peu plus compliqué. Du coup, on essaie de faire que ce soit un petit peu dématérialisé ou alors on favorise des petites concertations, etc., quoi. Bah, c'est hyper intéressant. On voit qu'il y a pas mal de questions qui sortent sur les manières que vous pouvez avoir justement de fonctionner et de créer des solutions adaptées.
même l'idée éventuellement de partir de situations un peu concrètes pour comprendre comment vous fonctionnez. On a des questions justement à vous poser là-dessus dans le deuxième tour de parole, donc on y reviendra. Mais voilà, on note vraiment l'intérêt des participants à comprendre finalement un peu concrètement comment ces solutions elles se déploient, notamment vis-à-vis des intervenants en santé, où il semblerait qu'il y ait des besoins particuliers émis de la part des participants. Je vais passer la parole maintenant à Manuel Hénin pour la DIAL. Là, on a vu finalement deux modèles assez différents de plateformes. L'un qui se rejoignent bien sûr sur bien des aspects, mais d'un côté, un projet de territoire qui a beaucoup travaillé à modifier les aspects structurants finalement de l'offre de logement, d'accompagnement, y compris d'aller vers dans tout ce qui a été développé sur le territoire de Grenoble. Et un autre territoire où on est plus parti des situations problématiques pour ensuite finalement aller élaborer un ensemble de situations autour. Il y a aussi d'autres modèles qui existent. Là, il y en a deux. On peut bien sûr pas être exhaustif dans ce qu'on vous présente là à l'occasion de cette table ronde, mais on peut prendre aussi l'exemple, par exemple, de la plateforme en Seine-Saint-Denis, qui est vraiment finalement un ensemble qui corrèle accès au logement et accès à un accompagnement renforcé en termes de temps, et qui va finalement, pour un nombre de ménages déterminé, proposer finalement une solution d'accompagnement adjacente à une solution de logement en direct. Donc ça, c'est aussi un parti pris qui peut être celui des acteurs sur un territoire, que de s'accorder sur finalement une sorte de dispositif particulier qui va pouvoir intégrer les deux et vraiment remplir pleinement la logique du logement d'abord. Donc on voit que ces modèles, ils sont assez différents selon les territoires. Aujourd'hui, à la DIAL, quel regard vous portez sur justement la diversité de ces processus de transformation qui ont été engagés dans le cadre de ces chantiers plateformes-là? Et voilà, quel lien vous faites éventuellement avec les objectifs que vous aviez au début quand vous avez lancé ces chantiers? Ouais. Merci Adrien, bonjour à tous. Effectivement, j'étais en train de me faire la réflexion face à ces deux témoignages qui montrent la richesse des approches au niveau territorial et finalement qui viennent répondre à un enjeu qu'on perçoit bien, de personnalisation de la réponse face à des situations qui sont finalement relativement particulières, généralement assez compliquées. Et derrière, toute la question que nous, on se pose à la DIAL, bien sûr, c'est comment on peut se nourrir de ça et comment on peut modéliser finalement la personnalisation. On est dans un paysage ou dans un contexte où nos dispositifs d'accompagnement se sont relativement standardisés ces dernières années pour faire face aussi à un niveau de volume de la demande qui est important, qui a grandi. Mais aujourd'hui, on voit bien que pour certaines situations, il faut repersonnaliser, il faut retourner dans la dentelle. Et là, la question, c'est comment on peut en tirer quand même des modèles. Donc, pour revenir à ce qui était dit en introduction, je vois effectivement derrière ce mot plateforme deux niveaux de réflexion, de niveau d'objectif qui me semble intéressant quand même de bien distinguer. D'une part, un niveau de gouvernance territoriale, de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un paysage où les dispositifs sont assez éclatés, sont très nombreux, avec des très grands acteurs, évidemment, qui sont les conseils départementaux et les métropoles au titre de leurs compétences sur la FSL, l'État qui finance bien sûr beaucoup de dispositifs d'accompagnement dans le cadre de sa politique de lutte contre le sans-abrisme, et puis une myriade d'autres opérateurs qui ont des ressources, des compétences, des expertises, évidemment. Les associations spécialisées en premier lieu, mais aussi les bailleurs, les CAF, les CCAS, les missions locales, etc. Donc cette question de la gouvernance de l'accompagnement, cette gouvernance interinstitutionnelle, interfinanceur, elle se pose vraiment au niveau politique, au niveau stratégique en premier lieu, et je pense que ça c'est relativement, c'est assez compliqué, c'est pas forcément la chose la plus simple quand il s'agit de remettre à plat un petit peu des dispositifs qui ont une dimension un peu politique sur un territoire. Mais bon, l'enjeu il est bien là, c'est comment articuler nos dispositifs pour répondre au mieux à des besoins particuliers, comment mettre en cohérence les dispositifs et les mobiliser au mieux à un moment donné pour répondre à une situation. Améliorer donc la réponse aux personnes, éviter les trous, lutter contre le non-recours, d'une part. D'autre part, optimiser les ressources, parce qu'on sait que quand on remet un petit peu d'ordre et un peu de cohérence sur nos dispositifs, généralement on retrouve des marges de manœuvre
qui étaient perdus par cet éparpillement. Et puis enfin, il y a quand même un enjeu de facilitation de l'accès aux fonds, aux ressources, aux dispositifs, à la fois pour les professionnels qui accompagnent et pour les personnes elles-mêmes. Et donc, je disais tout à l'heure, un enjeu quand même autour de cette question de recours et de non-recours, hein, qui sont, à mon avis, des éléments importants à penser et voire à mesurer, hein, dans le cadre des plateformes, comment ce type d'organisation locale un peu plus cohérente, un peu plus réfléchie, peut finalement permettre d'aller chercher des situations, des personnes qui avaient cessé de recourir aux services ou n'en avaient pas connaissance. Finalement, cet enjeu de gouvernance, c'est ce qu'on a fait, ce qu'on a beaucoup travaillé ces dernières années sur l'hébergement, pardon, hein, sur la mise en cohérence des dispositifs d'hébergement autour du SIAO. Et je pense qu'il faut qu'on fasse ce travail, et c'est tout l'enjeu, et ça a été très bien présenté par Aurélie sur Grenoble. Il faut qu'on fasse ce travail sur l'accompagnement. Je dirais que ce travail, il nous permet de penser deux sujets qui font bien écho aux deux témoignages qui viennent d'être faits. Mais le premier sujet, c'est la continuité de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne parle pas là, je pense, d'une réponse en un instant T, mais vraiment d'être dans une logique de parcours d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on doit trouver une gouvernance qui nous permette d'accompagner dans la durée et de pouvoir adapter l'accompagnement dans la durée. Et donc, si on vient, deuxième élément qui me semble important, c'est la modularité de l'accompagnement, c'est-à-dire comment on peut sortir une sollicitation à la mesure pour être en capacité de moduler, d'arrêter, de reprendre, de réintensifier, de réintervenir à un moment critique, etc. Donc, on voit bien quand ces deux concepts, continuité et modularité, il faut intervenir une dimension temporelle, et qu'ils viennent un peu se confronter à des logiques de guichet où on a une réponse en un instant T et une difficulté à suivre sur la durée. Et donc, je pense que ça fait, pour revenir au sujet principal de cette table ronde, bien écho à la mission du SIAO, hein, qui est une mission légale de suivi des parcours et de coordination de ces parcours. Ça fait écho aussi à, évidemment, un tas de travaux sur les référents de parcours, ce genre de choses. Voilà, donc ce sont voilà, mais j'y reviendrai peut-être tout à l'heure, mais ce sont je pense des sujets à approfondir. Le deuxième niveau d'objectif, alors premier niveau, la gouvernance territoriale. Le deuxième niveau, je pense, autour de cette question de plateforme, c'est le partenariat et comment on peut vraiment personnaliser des réponses, je le disais, au plus près de chacune des situations et proposer des réponses qui sont intégrées, qui sortent de ce qu'on appelle nos réponses en silo ou un tuyau d'orgue. Et donc, comment sur un territoire, on peut disposer d'une palette de ressources, d'expertise, de compétences, de services, et créer un réseau, une réponse en réseau autour d'une personne et de ses besoins. Et finalement, je trouve que ça donne un sens un peu renouvelé à la notion d'accompagnement global, qui est une notion qui est une notion forte, hein, du secteur de l'hébergement et en particulier de l'hébergement d'insertion, cette prise en charge globale de la personne dans l'entièreté de des aspects de sa vie, de ses forces, de ses difficultés. Mais là, avec on connaît les limites, hein, d'un accompagnement global qui repose sur un seul professionnel ou une seule institution, une seule organisation. En pensant ces plateformes de services au niveau local, où on propose des réponses partenariales, comme l'a décrit Quentin sur le Pas-de-Calais, je pense qu'on peut redonner du sens à cette question d'accompagnement global. Et c'est un champ qui est, à mon avis, assez propice aux innovations. Et en particulier à traiter des questions importantes que sont le choix de la personne, la manière dont on peut partir du choix, des désirs, des souhaits exprimés pour construire quelque chose qui ait du sens pour la personne aussi. Pour revenir à ta question, Adrien, sur qu'est-ce qui aussi se développe le mieux selon nous et qu'est-ce qui a le plus de mal, je pense que le niveau un peu politique de mutualisation, de coordination, de gouvernance, c'est évidemment quelque chose de relativement complexe, mais il y a des modèles très intéressants comme sur Grenoble-Alpes Métropole. Le niveau un peu plus micro de l'offre de services sur des plateformes partenariales, évidemment, ça peut avancer plus vite. Ce sont finalement
rien de plus que des partenariats un peu renforcés, multi-acteurs et non pas seulement bi-acteurs. Et donc, il y a déjà beaucoup de choses sur lesquelles on peut construire. Ce que je vois, c'est peut-être qu'aujourd'hui, il y a une concentration souvent de ces plateformes sur des situations complexes. Et on a des commissions cas complexes, ce genre de choses. Finalement, qu'est-ce qu'une situation complexe? C'est une situation qui met en échec chacun des dispositifs pris individuellement. Et donc, on se dit, bah, si on le prend collectivement, on va trouver des réponses. Donc, c'est finalement l'échec individuel qui pousse au travail collectif. Donc, je pense qu'on peut partir de là, mais pour aller après vers un peu une montée, un passage à l'échelle et voir comment la dimension d'accompagnement intégré, de proposition intégrée peut être quelque chose que l'on propose à l'ensemble des ménages, y compris les ménages qui n'ont pas forcément une situation aujourd'hui complexe, mais que si on prend en compte uniquement une dimension de leurs besoins à un instant T, eh ben, ils vont peut-être avoir des difficultés dans le futur. Je pense par exemple à un exemple qui est assez courant et assez simple, qui est le lien entre l'emploi et le logement. Une personne qui peut être dans une situation qui n'est pas jugée forcément très complexe, mais qui a des difficultés d'accès au logement, on peut traiter ces difficultés d'accès au logement sans se rendre compte qu'elle a aussi des difficultés d'accès à l'emploi parce que ce sont d'autres acteurs, c'est un autre champ professionnel, etc. Et in fine, si l'un ou l'autre une autre de ces dimensions dysfonctionne, ou si la personne devient en difficulté importante sur une autre de ces dimensions, et ben, ça va mettre en échec aussi l'autre aspect. Donc, je pense qu'il faut qu'on pense des modèles, effectivement, qui permettent de dépasser cette notion de situation complexe pour aller vers des modèles, voilà, des offres intégrées d'accompagnement pour l'ensemble des personnes qui se retrouvent à un moment donné dans nos circuits. Voilà, après, je pourrais développer un peu sur les sujets du rôle du SIAO en particulier et de ces questions d'accompagnement. On y reviendra justement dans la deuxième série de questions, mais très rapidement peut-être, est-ce que pour vous, Ladiel, la crise qu'on a vécue là depuis un an, elle est venue à apporter un peu de l'eau au moulin à vos réflexions sur les modes de coordination? Et voilà, on voit qu'il va vraiment falloir penser de manière éventuellement un peu plus massive la question de l'accompagnement et de l'accès au logement à la suite de cette crise-là pour répondre aux enjeux de toutes ces personnes vers lesquelles justement on a effectué un mouvement vraiment positif de prise en charge et sur lesquelles il faudrait pouvoir continuer justement. Est-ce que ça c'est venu un peu changer des choses éventuellement ces un an qui se sont écoulés depuis mars 2020? Je ne sais pas si j'ai vraiment le recul nécessaire, mais évidemment, je pense que là où il y a eu un progrès sur lequel il faut capitaliser, c'est sur le lien entre le social et le sanitaire, le médico-social. Et on voit aujourd'hui, y compris dans le Ségur de la santé, des mesures, beaucoup de mesures, enfin beaucoup, en tout cas des mesures qui se développent sur les questions d'aller vers les personnes en situation de précarité, avec des équipes mobiles santé précarité, des LHSS hors les murs, des ACT hors les murs, etc. Bon, là, on sent qu'il y a une multiplication de dispositifs qui va encore finalement enrichir le paysage local, mais aussi peut-être le complexifier. Et donc, voilà, il faut qu'on soit attentif, à mon avis, à ce que localement, on puisse saisir cette opportunité pour travailler cette question de la gouvernance des dispositifs, alors au sein du SIAO ou ailleurs, mais ne pas faire que ces nouveaux dispositifs-là viennent finalement percuter, en tout cas complexifier l'existant. Voilà. Moi, c'est plus ça là sur lequel je pense qu'il faut qu'on travaille, y compris au niveau national, mais en premier lieu au niveau territorial. Eh bien, merci beaucoup. C'est vrai qu'on voit à un moment donné, il faut réfléchir à cette adéquation entre finalement des évolutions qui sont portées nationalement et face à des besoins effectivement nécessaires, et en même temps l'appel que génèrent les plateformes vis-à-vis de l'idée qu'il y a un ensemble de solutions et de modes d'accompagnement qui sont vraiment à élaborer aussi par et pour les travailleurs sociaux qui interviennent localement. Donc ça, c'est effectivement un enjeu qui nous semble important aussi à la fédération et qui rejoint aussi les travaux qu'on a pu mener sur le territoire de Toulouse notamment. Sur la base de ces expériences, on va maintenant transmettre la parole à Gaël Daniel qui, là, pour le coup, représente un territoire qui se lance
sur la question du logement d'abord, alors qu'il ne se lance pas tout à fait parce que le territoire de la Loire-Atlantique avait déjà une de ses métropoles principales, qui est Nantes, qui était déjà engagée dans ce plan-là. Mais c'est intéressant d'avoir le point de vue d'un département, justement, qui a la mission et la casquette de l'accompagnement social, qu'on dit de droit commun, cette mission de service public social, pour justement, Gaëlle, qui est justement directrice de ces questions de solidarité et d'insertion, où vous avez déjà justement un ensemble de réflexions sur ces questions de coordination. Pour vous, comment la mise en œuvre des plateformes, elle peut permettre, selon vous, d'améliorer la prise en compte de l'enjeu logement, là pour le coup, par tous les professionnels de l'action sociale, notamment du coup les professionnels qui interviennent chez vous dans le cadre d'un accompagnement de polyvalence? Donc, bonjour à tous et toutes. Merci à la phase de cette invitation à échanger autour de cette table ronde. Merci plus particulièrement à la face Pays de la Loire de nous avoir mis en lien, et un grand merci pour les travaux conduits de façon pérenne et structurelle au sein de la FAS, et qui permettent d'alimenter et de construire ensemble les politiques publiques, et notamment celles de la solidarité, qu'elles soient de l'emploi, mais aussi aujourd'hui du logement. Sur la question spécifique de la plateforme et le regard que je peux porter et apporter aujourd'hui sur le département de Loire-Atlantique, vous dire que la notion de plateforme, c'est pas une notion qu'on utilise aujourd'hui dans le jargon propre au département, dans le cadre de la mise en œuvre et le déploiement notamment du PDL-HPD. Je vais peut-être refaire un peu un retour sur ce à quoi cette notion de plateforme, telle qu'on en échange depuis ce matin, fait écho dans le cadre de la démarche territoriale engagée par la Loire-Atlantique. Cette notion de plateforme, en fait, elle est inscrite davantage en Loire-Atlantique dans ce qu'on nomme des commissions territorialisées autour de la question du logement. Pourquoi ? Parce que pour nous, la notion de plateforme, en introduction, vous l'évoquiez, c'est quelque chose d'un peu physique, avec des tuyaux partout qui finissent par apporter de la difficulté de lisibilité sur ce qui finalement est mobilisable, et au-delà de ce qui est mobilisable, la manière d'y parvenir pour le mobiliser. Et donc, c'est un enjeu et une préoccupation importante pour un département qui porte à la fois finalement la co-animation du PDL-HPD, et qui par ailleurs porte des actions spécifiques pour le logement, et porte également ce que vous nommez le travail social de secteur, et ce qu'on nomme en Loire-Atlantique l'action sociale de proximité, qui est souvent la première porte d'entrée lorsque des personnes sont en situation de formuler une demande, y compris une demande de logement, étant donné cette dimension fondamentale dans le cadre d'un parcours d'insertion. Donc, cette notion de commission territorialisée que l'on porte à travers le PDL-HPD, et aujourd'hui à travers la réponse que l'on a formulée au logement d'abord, et sur lequel on est lauréat, repose en premier lieu sur ce qu'évoquait Manuel Hénin, une volonté politique territoriale, partenariale, coportée entre l'État, les collectivités, donc le département et les EPCI, mais aussi les partenaires associatifs qui œuvrent sur la question du logement.
Comme évoqué en introduction, voilà, on est aujourd'hui dans un changement d'échelle, un changement de dimension par rapport aux besoins exprimés. Jusqu'à présent, en termes de besoins, en termes de logement, jusqu'à présent, finalement, la question du logement était une compétence de l'accompagnement global que l'on pouvait réaliser. Et comme il n'y avait pas de phénomène de tension, il n'y avait pas de problème de fluidité et il n'y avait pas de problème de mobilisation de cette offre ou de file d'attente en fait liée à l'activation des dispositifs. Donc aujourd'hui, c'est vraiment le phénomène de tension qui conduit à formuler un enjeu territorial partagé sur lequel il faut se mobiliser collectivement et bouger les lignes pour chacun de ce qui nous concerne en responsabilité de notre action publique. Pour le département en propre, les leviers sur lesquels il nous faut agir sont donc notre capacité dans l'offre d'accompagnement social des travailleurs sociaux d'outiller les professionnels dans la capacité à activer les différents dispositifs. Et pour ce faire, il faut les connaître, il faut les communiquer et il faut qu'ils puissent être le mieux partagés pour permettre d'avoir une bonne prescription. Parce que le phénomène d'embolisation, on en est aussi responsable. Parce que là où dans une période, il y a encore quelques années, où on pouvait prescrire sans difficulté, aujourd'hui, l'absence et la saturation d'un certain nombre de dispositifs nous conduit à prescrire sur d'autres dispositifs les personnes. Et de fait, on dérégule in fine l'ensemble de l'offre par le dispositif de prescription dont nous sommes nous-mêmes responsables. Donc, premier sujet, vraiment, pour moi, c'est la question de la formation, de la sensibilisation sur les différents types d'offres et les circuits pour y parvenir. Et de fait, à côté, le sujet qui se pose à tous et au partenariat local, c'est la question de l'adaptation de cette offre logement, d'accompagnement logement, offre que l'on souhaite développer de façon intégrée et pleinement intégrée avec les autres dimensions de l'accompagnement social ou médico-social, donc avec deux piliers qui sont pour nous, en tous les cas, essentiels. C'est le lien avec la santé et le deuxième volet qui est le lien autour de l'emploi qui a été nommé tout à l'heure. Notre enjeu finalement autour de ces commissions que l'on nomme aujourd'hui commissions territorialisées, mais qui philosophiquement sont vraiment voilà, s'apparentent et philosophiquement et concrètement aux plateformes telles que présentées préalablement. Ce qui constitue notre enjeu, c'est cette continuité de parcours. Donc, j'apporte une distinction par rapport à ce que nommait Manuel Hénin, qui disait, mais comment on organise la continuité d'accompagnement ? Pour moi, avec l'enjeu 2, qui est la question de la place de la personne à l'intérieur des accompagnements que l'on propose, et notamment sa capacité et notre enjeu de soutenir sa capacité à agir sur son parcours, notre enjeu, il est pour nous plutôt de garantir une continuité de parcours de la personne en mettant en place autour et au service de ce parcours des offres d'accompagnement qui soient activables. Ces offres, pour moi, et c'est un principe fondamental que l'on a intégré dans la stratégie départementale d'insertion qui vaut au programme territorial d'insertion, elle doit être reposer sur un principe fondamental qui est la notion de double accompagnement. Le double accompagnement qui permettent de bien distinguer ce qui relève d'un accompagnement pérenne et structurant, d'un accompagnement spécifique à un moment donné dans le parcours et qui doit être thématique. Ça, c'est un enjeu pour moi très fort et quelquefois, effectivement, le référent de parcours doit aussi avoir une fonction d'expert.
et notamment sur les questions logement, je dirais, pour assurer une continuité de parcours, notre enjeu est bien de pouvoir activer une capacité de double accompagnement et de définir dans cette double accompagnement qui en assure la référence, en sachant qu'il n'y a pas de principe préalable et que c'est bien la personne, ses besoins qui doivent déterminer cet enjeu de référence. Voilà, vous dire vraiment que sans cette gouvernance territoriale partagée, voilà, on n'arriverait pas à proposer aujourd'hui finalement le déploiement et le développement de cette plateforme, de ces commissions, que c'est pour nous un élément vraiment fondamental. Et donc, ce que l'on en attend en termes très opérationnels et factuels, c'est bien effectivement cette capacité à garantir une continuité de parcours. Et deuxièmement, pour y arriver, bien évidemment, pour nous, la notion de plateforme, et notamment derrière la place des CIAO, c'est de finalement contribuer à réunir nos forces pour à la fois porter collectivement un diagnostic partagé des besoins, mais surtout et essentiellement de l'offre derrière pour pouvoir adapter le plus fortement possible cette offre conformément aux besoins qui peuvent émerger. Vous dire que pour moi, il y a vraiment un enjeu très important sur cette plateforme et cette commission territorialisée de sa force partenariale, de ce qui a été nommé avant sur la question du réseau. Je pense qu'il est vraiment essentiel de pouvoir construire et la conduire. En tous les cas, c'est ce que l'on porte à travers notre candidature et ce qu'on est en train de déployer en termes de projet au sein du département, c'est qu'elle puisse être soutenue, comprise, portée par plusieurs acteurs en responsabilité et non pas finalement être la propriété d'un. Je pense que ça, c'est quelquefois un enjeu très important voilà, de communication auprès de l'ensemble des acteurs mobilisés pour ne pas finalement déplacer la responsabilité là où ici, quand il s'agit de parler d'accès au logement, l'enjeu et la responsabilité, elle est nécessairement partagée. Mais effectivement, c'est des enjeux très, très importants pour les différents acteurs qui sont là aujourd'hui que de mieux comprendre comment ils peuvent vraiment repenser leurs actions en lien les uns avec les autres. Je voyais une ou deux demandes passer dans le chat et ça correspondait à la question justement qu'on voulait vous reposer là. Voilà, on a pas mal parlé finalement des questions de pilotage de cette transformation. Et finalement, si on se met maintenant à la place du professionnel de terrain qui soit finalement au sein du service social départemental, enfin du service de proximité sur le département ou au sein d'une association d'accompagnement en diffus, par exemple, quels sont les aménagements concrets sur lesquels vous voyez qu'il y a des choses à faire progresser justement? Donc, vous avez parlé un peu de ces logiques de double accompagnement et de lien, mais un peu concrètement aujourd'hui, par quel type de choses assez concrètes en termes de soit de circuit de l'information, soit de répartition des rôles, vous voyez que ça peut s'opérationnaliser? Donc très concrètement, pour moi, il y a deux volets très importants à organiser. Un, c'est la question de la formation des équipes de façon transversale et pluri-acteurs qui doit reposer sur deux volets. Le premier, c'est la question de la grande image sur le parcours d'insertion et un peu à l'image de ce que décrivait de façon très fluide et intelligible Aurélie Dufay sur la question de la plateforme et finalement de l'offre territoriale dédiée
à la question de l'accompagnement logement avec voilà, ces différentes séquences en fonction des besoins du public, quand on est simplement sur un besoin d'orientation, d'information, quand on est sur un besoin d'accompagnement, quand on spécifique logement, quand on est dans un besoin d'accompagnement intégré, je dirais, qui relève de plusieurs dimensions. Donc, c'est vraiment être en capacité de façon régulière, structurelle, pérenne, de former l'ensemble des travailleurs sociaux, de les informer, de les former sur cette grande image du logement. Et puis après, il y a un deuxième volet plus spécifique, c'est à quel moment on a des accompagnements logements spécifiques, coordonnés avec d'autres dimensions, mais plus organisés et surtout, enfin plus organisés et surtout plus soutenus. Et pour moi, la ressource, elle se trouve dans notre capacité à clarifier l'offre de services spécifiques sur les différents accompagnements logements et à les mettre en musique. Aujourd'hui, on a un système qui est atomisé. On le disait tout à l'heure sur la question de l'accompagnement logement. Donc, je dirais que ce deuxième volet est vraiment essentiel, que de redonner du sens et former spécifiquement à de l'accompagnement renforcé, logement. Donc, premier volet formation sur ces deux volets qui, de fait, convoque finalement une clarification des différentes fonctions et offres de services territorialisées. Et troisième volet qui me semble essentiel et important, c'est la dimension intégrée des volets hébergement, logement, habitat. Parce que aujourd'hui, notre capacité à pouvoir apporter des réponses adaptées et avoir des professionnels voilà, en capacité de répondre, c'est de ne pas enfermer finalement les personnes dans des dispositifs, je dirais, hébergement, logement spécifiques, mais de bien avoir la capacité de déployer dans les territoires des réponses sur lesquelles on s'appuie sur tout ce qui est travaillé autour des plans locaux de l'habitat pour vraiment créer une perméabilité beaucoup plus importante pour que tout le travail conduit autour des conférences intercommunales du logement puisse être mieux connecté et mieux mis en lien, en tous les cas, avec les besoins de logement. Donc, là, je pense que ce que j'évoque là, c'est la fonction managériale de projets territoriaux de solidarité dans sa dimension logement. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel. Et donc, voilà, pour moi, ça évoque la question de la gouvernance territoriale autour de la question du logement d'abord, pour donner voilà, plus de sens du repère et du cadre. Donc, pour moi, ce qui est important là de dire sur cette question spécifique sur que faut-il introduire auprès des intervenants sociaux, ce qu'il faut introduire, c'est aussi et surtout de la capacité des managers des offres de services à réunir les conditions de la perméabilité de l'action de chacun pour vraiment incarner cette plateforme. Donc pour moi, ce qui est essentiel, c'est que voilà, c'est pas tant ce qu'il faut pouvoir introduire auprès des intervenants sociaux que plutôt la capacité des intervenants sociaux à pouvoir introduire auprès voilà, des managers, des responsables, de la lisibilité sur ce qu'ils se jouent, ce qu'ils identifient comme problématique, pour pouvoir ensuite donner de l'inflexion dans l'offre de services.
C'est intéressant, on retrouve un peu la logique qui était aussi celle sur la plateforme dans le Pas-de-Calais, de partir des situations rencontrées pour élaborer des solutions d'accompagnement plus adaptées. Sur on va refaire un deuxième tour de parole un peu flash, où du coup on va vous poser une question chacun, dans l'idée d'aller un peu plus sur la question de l'expérience que du coup vont fait évoluer en fait ces logiques de plateforme, tant du côté des personnes que des intervenants sociaux. L'expérience justement de ce parcours d'accompagnement logement, qu'est-ce que ça fait changer finalement pour les gens. Et c'est ça qu'on voudrait mettre en avant sur le deuxième tour de parole-là. Donc voilà, on a choisi un peu arbitrairement de poser une question à chacun, même si on est bien conscient que ça ne permettra pas d'avoir en vue l'exhaustivité de ce que ça change dans vos organisations respectives. Je vais recommencer à nouveau par Aurélie Dufay, si ça vous va. Du coup, là, sur la question du lien entre justement l'accompagnement et le logement, comment est-ce que sur votre territoire, la corrélation entre le parcours d'accès et de maintien dans le logement et l'accompagnement est-elle pensée? Est-ce qu'on est plus dans une logique d'intégration? Est-ce que les deux choses sont vraiment distinctes et assez isolées? Est-ce qu'elles sont coordonnées? Voilà, comment est-ce que pour vous, c'est penser ça, un élément qui est assez fondamental justement du vécu des personnes dans ces parcours souvent sinueux, c'est finalement, voilà, qu'est-ce que ça change pour eux, cette mise en œuvre de plateforme depuis maintenant que vous avez ce retour sur plus d'un an maintenant? Oui, alors je vais répondre à la question tout en essayant de ramener ma réponse un peu sur le cœur du sujet, parce que j'ai vu que dans le chat, il y avait des questions aussi un peu plus précises ou opérationnelles, et essayer de donner quelques pistes ou éléments de réponse. Pour nous, donc, la plateforme, c'est une mobilisation de moyens de partenaires, et il y avait un enjeu très fort sur la synergie pour mobiliser l'offre de logement. On est parti en fait d'un diagnostic qu'on a dans un groupe de travail mêlant travailleurs sociaux, encadrants dans les associations, managers et institutions. Et du coup, on a eu ces remontées qui ont été signalées par Gaëlle Daniel, effectivement, d'enjeux de formation. Donc, on a un cycle de formation qui s'est mis en place, de formation et d'information. Et on a quelque chose de clé qui est revenu, qui a été de dire si possible, si la plus-value du logement d'abord serait de replacer le travailleur social au cœur de son métier de travailleur social. Bon, alors pour décoder ça, en fait, on s'est aperçu que c'était la complexité des dispositifs, les multifinancements, les canaux de financement, etc. etc. Et effectivement, avec le recul, on est en capacité aujourd'hui de partager un peu un retour d'expérience sur les freins qu'on a dû lever. On n'a pas forcément réussi encore, mais j'en ai identifié 4 avec des débuts nos esquisses territoriales de réponse. La recherche d'une offre la recherche d'une rapidité en fait dans la mobilisation d'un logement dès lors qu'une mesure d'accompagnement renforcée a été validée. Un travail sur le rapprochement et l'expérimentation, nous y sommes quasiment, d'un référentiel d'accompagnement pour sortir des logiques de dispositifs financés. Ça nous permet de répondre aujourd'hui et surtout demain à la modularité de l'accompagnement dans le temps et en intensité. On a aussi cherché à ne pas superposer, ou en tout cas donner une impression de superposition des publics cibles en répétant et martelant que la réponse, les ménages auxquels on voulait apporter des réponses dans le logement d'abord sont les mêmes que ceux qui sont ciblés par le PDLHPD, le PLH, le plan local de l'habitat au niveau de la métropole. Et donc, on a fait le lien avec la conférence intercommunale du logement, qui est aussi une instance récente, et les politiques d'attribution, de telle manière à ce que les bailleurs sociaux et les territoires sachent la proportion de logements qu'ils ont à dédier à ces publics-là. C'est quelque chose qu'on suit dans le temps. Et puis, on a mis en place ou réactivé ou ouvert des instances partenariales de préattribution sur tous les logements, je vais dire à bas loyer. Aujourd'hui, on est de fait plutôt sur uniquement les PLAI, mais on a l'ambition d'aller aussi sur plutôt des niveaux de loyer que plutôt des raisonnements par type de financement de logements sociaux. Et c'est des instances de préattribution qu'on a ouvertes aux opérateurs d'accompagnement
ce qui permet de faire dialoguer les bailleurs sociaux et les opérateurs d'accompagnement. Et puis, donc ça, c'est plutôt sur les enjeux d'accès au logement. Sur la logique de maintien dans le logement, on travaille à ce qu'on appelle, nous, une fonction de veille, mais ça rejoint l'idée qu'on est dans un parcours de la personne et que du coup, il faut savoir réactiver du travail social si c'est nécessaire. Et du coup, voilà comment on avance sur cet aspect-là. Il y a le besoin de pluridisciplinarité qui est clé aussi pour les travailleurs sociaux. Alors, ça peut faire écho à ce qui a pu être dit. J'ai entendu des choses intéressantes sur la notion de double accompagnement, d'experts. C'est effectivement une modalité d'organisation à trouver à partir du moment où on va toucher plusieurs champs thématiques. Et finalement, l'entrée qu'on cherche à privilégier, c'est plutôt le travailleur social qui a eu l'accroche avec la personne, en fait, de partir des besoins de la personne. Voilà, vous dire que dans l'idée d'évolution, enfin d'avoir quelque chose qui parle à l'ensemble des travailleurs sociaux du territoire, on a fait le choix de travailler à l'articulation sur le champ de la santé mentale avec les conseils locaux de santé mentale. Donc ça, c'est un gros travail et ça peut rejoindre quelques remarques où effectivement, il y a des enseignements à tirer de part et d'autre et surtout à ne pas refaire des doublons. Je pense notamment on retravaille sur le PDLA-HPD. Si on fait la même chose que dans ce cercle-là que ce qui se fait sur le plan territorial de santé mentale, on a tout perdu si ça ne dialogue pas. Et puis, tout l'enjeu sur l'emploi. Et là-dessus, on avance déjà en interne métropole, parce qu'on est sur 2 compétences de la métropole qui ne dialoguent pas forcément. Et alors, le summum du summum, je terminerai sur ça, c'est ce qu'on va expérimenter, où finalement, via les maisons de l'emploi, on va avoir des infirmiers qui font des permanences sur la santé mentale et qui seront en capacité aussi d'orienter vers la porte d'entrée du SIAO pour le logement. Bon, du coup, vous voyez qu'on cherche, qu'on n'a toujours pas forcément trouvé comment on construit cette pluridisciplinarité, mais pour nous, c'est le chantier 2021, à partir du moment, et en fait, on est en capacité de l'enclencher, c'est sur ça que je terminerai, parce qu'on a simplifié l'accompagnement logement, où on est maintenant dans une logique territoriale, où on dit aux acteurs, vous collez aux besoins de la personne, et peu importe que le financement il vienne de telle institution, telle autre, on met en place ce pot commun de moyens d'accompagnement et non plus de mesures d'accompagnement. Eh bien, merci beaucoup. Je vois qu'il y a aussi des interventions dans le chat qui visent à ce qu'on progresse un petit peu dans la réflexion sur l'idée de comprendre le rôle du SIAO, particulièrement dans ces logiques-là. On va continuer avec la question suivante, justement, à Quentin. Est-ce que pour vous, du coup, à l'APSA 62, la mise en œuvre de cette plateforme, elle a fait évoluer finalement le rôle et la fonction du SIAO sur le territoire et aussi sa compréhension par les acteurs, voilà, et éventuellement aborder, j'ai compris que vous aviez aussi adossé du coup des ressources particulières d'accompagnement dans le cadre de la plateforme. Ça pourrait être intéressant de nous les présenter éventuellement. Alors, je réactive le micro. Du coup, en préparant la rencontre, je lisais la revue d'Action Habitat, qui, à mon sens, était très juste la réflexion, c'était de dire les SIAO, alors je vous le mets tout près, les SIAO sont arrivés à un tournant. Et en fait, je trouve que c'est vrai que ça colle parfaitement avec nous, ce qu'on vit en tout cas dans le Pas-de-Calais. C'est que traditionnellement, le SIAO, c'est le spécialiste de l'accueil, de l'hébergement, de l'insertion. Son cœur de métier, c'est vraiment l'insertion, c'est l'hébergement, l'accès à l'hébergement. Donc souvent les travailleurs sociaux des SIAO, ils pensent d'abord hébergement, qui est une étape vers l'accès au logement. Donc avec le logement d'abord, comme ça a été fait au Canada, comme ça a été fait avec Housing First, avec les expériences précédentes, l'idée c'est vraiment de remettre en cause ce paradigme, entre guillemets, d'ouvrir le champ des possibles. Et de ce fait, au quotidien, on constate une évolution aussi dans la manière dont les travailleurs sociaux vont poser un diagnostic. On va plus seulement évaluer si la personne peut accéder à telle ou telle structure d'hébergement,
etc. Mais on va aussi se dire dans quelles conditions pourrait-elle accéder au logement. Et je trouve que ça, c'est intéressant. Après, pour mon expérience personnelle, au départ, c'est vrai qu'il y avait pas mal d'appréhension de la part de certains professionnels. Ça s'est cristallisé notamment sur une situation. C'était un monsieur qui était connu depuis très longtemps par le SIAO. Son seul projet, c'était le logement. Donc, il était connu, on le voyait, il était dans sa tente, etc. Dès qu'on lui proposait un hébergement, c'était des refus catégoriques. C'était refus sur refus. Et lui disait: «Moi, je veux les clés de mon logement». Et donc, du coup, c'était limite quelque chose, c'était devenu une blague, quoi. «Ah oui, il veut un logement», entre guillemets, comme il en était pas capable. Donc après, le logement d'abord est arrivé et les gens se sont dit: «Ah bah, si on essayait, si vraiment on essayait de faire en sorte qu'il puisse, accéder à un logement». Et donc c'était un monsieur, bon, qui était très marginal, il consommait beaucoup, refus de soins et cetera. Et le SIAO, il avait du coup aussi, plusieurs appréhensions. Comment il va pouvoir s'en sortir, dans un logement, mais aussi certaines réflexions comme, aucun bailleur n'accepterait de lui attribuer un logement. Donc il y a eu vraiment un travail, un gros travail qui a été fait de concertation avec, les professionnels, avec tout le monde. Tout le monde a joué le jeu, le bailleur aussi et on y est arrivé, enfin, il a accédé au logement et ça s'est plutôt bien passé. Et pour, parler aussi du rôle du SIAO et son évolution, moi je pense qu'il y a un truc qu'on commence à avoir aussi, c'est que pour d'autres situations, ça va permettre de créer plus de liens aussi avec, les publics. Parce qu'effectivement, il y a des publics qui refusent, tout en fait. Ils refusent tout à partir du moment parce qu'ils se disent: «Le 115, c'est l'hébergement, c'est les foyers, c'est, on va dire, des choses dont ils n'ont pas envie, qu'ils ont peut-être déjà vécu par le passé». Peut-être aussi qu'ils ont des histoires de rue avec, différentes personnes à la rue et qu'ils n'ont pas envie de se retrouver dans les mêmes structures avec ces personnes-là. Et nous, par exemple, on a eu ce genre de situation d'un monsieur qui dormait, par exemple, dans un hall d'immeuble et voilà, enfin, la réflexion de départ, c'était de dire: «Ah bah, il faudrait», il y a eu des concertations avec la mairie de Lens, tout ça. «Il faudrait qu'il accède, à un hébergement d'urgence» et cetera. Et en fait, on construisait la solution pour lui. Et lui disait: «Non, moi je veux pas accéder à un hébergement d'urgence, moi je veux un logement». Et c'est pareil, c'était un petit peu d'appréhension au départ en disant: «Ouais, bah, ce monsieur, on le connaît, il a plein de problématiques» et cetera. Bon, du coup, on s'est engagé avec lui dans l'accès à un logement. Il a accédé effectivement à un logement et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit quand même les bienfaits de ce truc-là, dans le sens où déjà, il adhère aux accompagnements. Ça se passe quand même plutôt bien, malgré que les difficultés disparaissent pas, hein. Je dis pas que le logement d'abord, c'est quelque chose, de magique, loin de là. Mais c'est vrai que quand on va chez lui, ben, on se pose chez lui, il a le petit sucrier, il a les petits napperons et je veux dire, il a bien aménagé son intérieur. Ça se passe vraiment, plutôt bien et je trouve que c'est quand même, assez positif de voir aussi cette manière dont aussi, bah, les personnes qui peuvent être accompagnées par le 115 aussi peuvent casser leurs préjugés. Donc à la fois, on casse les idées reçues des professionnels qui s'approprient de plus en plus les dispositifs, mais aussi les publics se disent: «Ah bah, le SIAO, ça peut être autre chose que des foyers dans lesquels j'ai pas envie d'aller». Donc finalement, on va dans le métier en lui-même, je pense, tisser une relation, trouver des solutions, ça on progresse, quoi. Hem, voilà. Ensuite, bah, les relations du SIAO avec, les bailleurs, j'ai l'impression qu'elles se sont aussi, elles ont aussi progressé, quoi. Parce qu'avant, on n'avait pas trop de enfin, le SIAO n'avait pas forcément régulièrement des liens avec les bailleurs. Actuellement, tous les mois, ils participent à une commission de sortant d'hébergement. Ils peuvent présenter des dossiers de personnes, qui vivent à la rue ou en squat et du coup, pareil, la relation de confiance, elle se tisse et cetera. Après ça effectivement, ça prend du temps. Je voulais revenir aussi parce que, bah, dans les commentaires, il y a plein de questions là-dessus. C'est sur les dispositifs, d'accompagnement. Bah, encore une fois, je veux dire, on a la chance dans le Pas-de-Calais, mais c'est vrai, c'est que justement, la plateforme Logement d'abord, elle s'est adossée de dispositifs d'accompagnement renforcés et notamment, il y a eu la constitution, d'équipes pluridisciplinaires.
Donc, on a différentes mesures d'accompagnement renforcées qui peuvent, en fonction des situations, soit intégrer du bail glissant, soit non, etc. Et notamment le SIAO qui porte un dispositif qui s'appelle la VDL, donc accompagnement vers et dans le logement, à destination des grands marginaux. Cette idée, c'est de pouvoir intervenir 1, 2 ou 3 fois par semaine directement à la rue, en squat ou auprès de partenaires comme les CCAS, travailler sur la situation de la personne, faire en sorte qu'elle puisse accéder au logement et une fois qu'elle accède au logement, continuer à l'accompagner. Et donc, dans cette équipe pluridisciplinaire, on peut retrouver des travailleurs sociaux, il y a une psychologue, une infirmière et aussi une maîtresse de maison pour tout ce qui est quotidienneté, etc. pour les personnes. Donc, quelque part, je veux dire, on voit que quand on met des moyens supplémentaires, ça permet aussi de mieux accompagner les personnes et d'être plus réactif vis-à-vis de ces personnes et de leurs projets, quoi. Bien, merci beaucoup. C'est vrai que il y a ça évoque des rôles un peu, je ne sais pas s'ils sont nouveaux, mais en tout cas qui deviennent de plus en plus importants pour les SIAO, qui sont aussi celui que vous avez évoqué en premier d'une forme de culture commune qui peut aller jusqu'à la formation finalement des professionnels à l'intégration des principes et de l'approche qui vont avec le logement d'abord. Et puis à côté, le fait que vous ayez porté cette idée que, en plus de coordonner l'offre existante, à un moment donné, il faut aussi créer des moyens supplémentaires d'accompagnement, justement pour les situations qui, dans les logiques habituelles, sont les plus exclues de la logique du logement d'abord, notamment le public qu'on dit grands marginaux, comme vous l'avez identifié là. Ça me semble assez intéressant. On va continuer avec Gaël Daniel, revenir un peu, même si vous l'avez déjà du coup pas mal évoqué, donc peut-être faire un petit peu évoluer la question qu'on voulait vous poser sur le lien entre accompagnement polyvalent de droit commun et les autres acteurs de l'accompagnement, voilà, l'accompagnement spécialisé, notamment celui qui peut être réalisé par les associations qui accompagnent dans le cadre des CHRS sur les murs, des différentes mesures d'accompagnement dans le logement qui existent, mais aussi d'autres acteurs qui renforcent cet aspect pluridisciplinaire. Finalement, pour aller, est-ce que vous auriez éventuellement des exemples à nous donner de comment ce lien, de manière assez opérationnelle entre travailleurs sociaux, des exemples, soit au niveau du canal d'échange, soit au niveau des modalités, des instances d'échange là assez concrètes entre professionnels, vous voyez que le logement d'abord, ça peut faire un peu bouger les lignes et sortir de cette approche en silo que vous avez aussi décrite. Là, vraiment, d'un point de vue, voilà, l'expérience du travailleur social, voilà, ça peut être vraiment des idées qui sortent un peu chez vous, mais d'essayer de comprendre un peu qu'est-ce que ça pourra changer concrètement dans l'exercice du travail social. Alors, on est tout juste lauréat et donc le déploiement du logement d'abord, voilà, sur des exemples concrets tels que vous le demandez. C'est compliqué là à ce stade pour moi. Ce que je peux vous nommer par contre, c'est préalablement la territorialisation du SIAO qui a été opérée de façon expérimentale sur 2 territoires infradépartementaux au sein de la Loire-Atlantique, qui a permis sur ces territoires-là de vraiment travailler sur une analyse partagée des situations ayant une problématique logement et pour lequel il y a un travail autour de la prescription de l'offre. Moi, les enjeux que j'identifie aujourd'hui pour disposer d'un SIAO qui porte et réussisse le pari de la structuration, en tous les cas, et du soutien au parcours résidentiel dans sa globalité, au-delà de la question de l'urgence,
cet enjeu-là, il réside vraiment dans la capacité collective, partenariale. Et c'est pour ça que je pense que j'insiste là-dessus. Il ne s'agit pas, pour moi, la responsabilité du SIAO, elle n'est pas seule. Elle est nécessairement dans le territoire dans lequel son action s'inscrit. Par la capacité à développer et soutenir l'accès à l'offre de logement dans les territoires. En fait, le phénomène de saturation conduit souvent les professionnels à utiliser, je dirais, des circuits parallèles, les circuits off. Parce que, ah non, mais moi j'arrête d'appeler, enfin je fais une caricature, non, j'arrête d'appeler le SIAO, je passe par un autre biais. Parce que face à l'urgence, face à les situations, je réponds à la demande et ce qui conduit à une stratégie finalement d'évitement. Je pense qu'il faut qu'on ait la capacité à travers, et on ne peut pas les empêcher, ces stratégies d'évitement au regard du besoin réel. C'est pour ça que moi, je crois dans cet enjeu de territorialisation de l'action qui permettent vraiment à l'échelle locale, infradépartementale, d'à la fois disposer du système qui permette de gérer, je dirais, la masse, mais aussi qui permette de gérer l'individu, la couture, et que ça passe certes par des logiciels, par des logiciels en ligne que l'on remplit, c'est important, mais ça passe aussi et surtout par le travail de proximité et d'interconnaissance. Et c'est pour ça que les piliers de la formation sont pour moi essentiels, et redonner aussi la place de l'individu dans son parcours résidentiel, mais aussi la place des travailleurs sociaux et des intervenants sociaux en général au bon endroit, c'est ici essentiel. Donc, je suis désolée, je ne réponds pas à la question, mais en tous les cas, j'espère qu'à travers mon intervention, j'offre vraiment une perspective. Je voulais juste rajouter aussi par rapport aux questions du chat, oui, notre besoin, il est de pouvoir développer une offre. Pour ça, on en est complètement d'accord, une offre de logement déjà, et puis après de logement sur lequel on développe de l'accompagnement. Pour ça, on a besoin vraiment de connaître mieux les besoins, parce qu'on est en situation de tension tellement extrême qu'il y a des questions de priorité sur lesquelles il faut que l'on puisse porter des choix, parce qu'on ne pourra pas conduire au regard de l'amplitude des besoins tous les chantiers de façon simultanée. On essaie d'en conduire un certain nombre de façons simultanées, avec un sur lequel voilà, moi je suis vraiment, voilà, je souhaite vraiment m'impliquer, c'est la question de la mobilisation du parc privé, parce que ça c'est essentiel, on n'y arrivera pas sans, notamment dans des réponses à court terme. Donc ça, c'était le premier volet. Et sur la question spécifique du SIAO, effectivement, le sentiment que l'on a, c'est qu'on le contourne. Pour moi, quand on parle plateforme, on parle SIAO. Mais du coup, c'est aussi ça qui est peut-être à clarifier dans la terminologie. Un SIAO, c'est partenarial. Une plateforme, c'est partenarial. Donc, qu'est-ce qui relève finalement d'une fonction de maîtrise d'œuvre ou d'une maîtrise d'ouvrage, si je prends voilà, sur la question de la place et rôle d'un SIAO. Et en tous les cas, nous, c'est un sujet qui est aujourd'hui au travail de façon positive avec, voilà, dans le cadre de la refonte de la CPOM. Et je pense que c'est ensemble que l'on va pouvoir trouver des solutions pour mieux articuler les différents dispositifs sur lesquels, oui, il faut apporter de la simplification, oui, il faut arrêter de mettre des surcouches. Voilà, pour nous, par exemple, en tant que département,
Il n'y a pas d'un côté le PDL-HPD et de l'autre côté le logement d'abord. Le logement d'abord s'intègre pleinement dans le PDL-HPD ou le PDL-HPD s'intègre pleinement dans la démarche logement d'abord. C'est un fondamental, sinon on va tous se perdre si jamais on recrée, y compris une gouvernance. Donc là, non, on ne recrée pas une gouvernance, on s'invite, on s'infiltre, on s'intègre à l'action existante autour des stratégies territoriales. Eh bien, merci beaucoup. Donc justement, ces stratégies-là, elles viennent un peu justement questionner ce que devient ce service public de la rue au logement. Et je vais pouvoir poser la dernière question à Manuel. On passera ensuite à un cycle de questions-réponses avec la salle. Justement, ces logiques de plateforme, où elles se situent vis-à-vis de ce que recoupe le service public de la rue au logement. Est-ce qu'elles incarnent directement ce qu'est le service public de la rue au logement, ou est-ce qu'elles en sont a priori un des étages enfin, voilà, quel lien il y a entre les deux sujets à faire aujourd'hui? Oui, le service public de la rue au logement, c'est vraiment au niveau territorial un enjeu de gouvernance des parcours. Comment on fait progresser les parcours, comment on peut suivre ce progrès, comment on peut accélérer les parcours vers le logement, et comment on met en place évidemment les conditions pour, y compris les conditions en matière d'accompagnement. Donc c'est vraiment au cœur de tout ce qu'on discute tout à l'heure, hein. C'est plutôt la manière dont on peut penser localement un cadre de gouvernance pour le logement d'abord. Les mots importants, c'est vraiment service public, je pense. Enfin, de la rue au logement, c'est important, évidemment, ça incarne le logement d'abord, mais la question du service public, elle est importante, et donc se pose, je pense, autour de cette question de plateforme, la question d'un service public de l'accompagnement. C'est évidemment le service public d'accompagnement de l'action sociale, c'est quelque chose qui existe de manière formalisée, hein, et de longue date chez les conseils départementaux. Mais nous, au-delà de tout le travail qu'on peut faire évidemment avec les collectivités locales et tout ce qu'on vient de discuter, le travail qu'on fait avec le conseil départemental du Pas-de-Calais, Grenoble-Alpes Métropole, le conseil départemental de Loire-Atlantique, au-delà de ça, ça nous invite en tant qu'État à interroger la manière dont on organise l'accompagnement au sein du secteur AHI, hein, au sein des dispositifs que finance l'État, pour pouvoir améliorer les parcours d'accès au logement et les parcours d'accompagnement en particulier. Je pense que si on s'invite à dépasser le cadre du dispositif particulier pour aller vers la notion de parcours, et donc tout ce que ça entraîne en termes d'éviter, de prévenir les ruptures, de pouvoir accompagner au-delà des notions même d'entrée dans un dispositif ou de sortie dans un dispositif, c'est-à-dire accompagner les personnes directement depuis la rue jusqu'au logement, et même dans le logement, sans passer obligatoirement par l'hébergement, par exemple. Toutes ces idées, je pense, elles viennent redonner une perspective sur le rôle et les possibilités du SIAO, surtout dans un contexte, et ça a été bien rappelé, de saturation des dispositifs d'hébergement, de logement accompagné, et finalement de perte de sens que peut générer cette question de la gestion des listes. Voilà. Donc, si on pense si on pense que notre objectif comme incarner un droit à l'accompagnement des personnes vers leur choix, vers je dirais, accompagner les personnes vers les choix qu'elles expriment, vers la concrétisation des choix qu'elles expriment, en cohérence avec les priorités qu'elles expriment, et avec deux principes forts, le principe de l'aller vers, évidemment, et le principe de l'aller avec ou le faire avec derrière. Je pense que ça peut nous permettre de redonner à chacun un peu de grain à moudre sur la manière dont il peut se positionner dans ce système. On est dans un système qui est quand même assez linéaire, avec des dispositifs d'urgence sociale de première ligne, les équipes mobiles, les accueils de jour qui vont être des portes d'entrée, ou les 115 qui vont être des portes d'entrée vers les dispositifs d'urgence, d'hébergement d'urgence, qui vont être elles-mêmes des portes d'entrée vers l'insertion et le logement accompagné. Si on prend plutôt une perspective de parcours vers le logement et de parcours d'accompagnement autour, comme je viens de le décrire, et bien dans ce cas-là, un accueil de jour, par exemple, peut être un lieu de l'accompagnement directement depuis la rue vers le logement.
Un accueil de jour peut aussi servir peut-être de lieu repère pour des personnes qui ont eu un long parcours d'exclusion et qui viennent d'être relogées et qui ont besoin de garder cette dimension d'animation sociale, de présence, de lien et de lutte contre l'isolement. Alors, un CHRS peut faire à la fois transformation en CHRS hors les murs éventuellement, mais aussi peut-être peut faire de l'accompagnement avant l'entrée dans l'hébergement et après la sortie de l'hébergement. On peut penser aussi des continuités comme ça où on a des phases tampons qui peuvent être assumées par certains acteurs de l'hébergement et de l'accompagnement. Une équipe mobile professionnelle, elle peut accompagner une personne directement dans la rue, non pas pour simplement répondre à ses besoins immédiats, mais aussi pour travailler sur son projet et sur ses envies en matière d'accompagnement et d'accès au logement. Tout ça, je pense, ça peut nous permettre de repenser un peu la place et les rôles de chacun. Ça doit nous permettre et nous obliger évidemment à repenser la manière dont on pilote, dont on finance tous ces dispositifs. Je parle du niveau de financement bien sûr, mais aussi de la mécanique de financement même, parce qu'aujourd'hui on a des financements et des modalités de financement qui évidemment cloisonnent un peu, déterminent ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Et dans tout ça, je pense que le SIAO, c'est un peu un rôle de chef d'orchestre. En tout cas, il peut le prendre. Il peut avoir la légitimité pour le prendre. Donc, il faut lui donner cette légitimité. Il est le garant de ce bon fonctionnement. Il est le garant que toutes les personnes qui ont été repérées à un moment donné, que ce soit par un appel au 115 ou par une rencontre avec une maraude, eh bien, toutes ces personnes, elles soient accompagnées. En tout cas, elles puissent bénéficier d'un accompagnement si elles le souhaitent. Elles puissent... voilà, y compris si elles ne sont pas hébergées, y compris si on n'a pas l'offre en face d'habitat à leur proposer, eh bien, il faut qu'on leur propose malgré tout une présence et un accompagnement qui soit en cohérence avec les besoins qu'elles expriment. C'est aussi le SIAO celui qui peut repérer justement les discontinuités, les dysfonctionnements pour les prévenir, pour les éviter, pour les corriger. Et c'est-à-dire éventuellement de pouvoir dire, là, est-ce que les démarches ont été faites pour l'accès au logement de telle personne, ou là, on a repéré telle personne, est-ce qu'il peut mandater finalement un acteur pour aller engager un accompagnement et travailler avec la personne, y compris si elle n'est pas hébergée. Donc voilà, le SIAO, je pense, peut prendre cette place qui est quand même une place qui est inscrite dans la loi, suivi des parcours. Alors suivi, c'est vrai que c'est peut-être un terme un petit peu faible, peut-être qu'il faut aller vers une dimension un peu plus proactive de pilotage, mais je pense que c'est une place assez naturelle. Et ça donne finalement une nouvelle perspective sur la manière dont on peut aussi évaluer ce secteur, parce que évidemment, on le voit bien dans les commentaires, il y a un enjeu de saturation des dispositifs de logement, d'hébergement bien sûr, mais aussi de logement et de logement accompagné, et donc un sentiment d'impuissance aussi de professionnels au sein du secteur AHI qui ont l'impression de ne pas être évalués à la juste... que les résultats ne sont pas à la juste mesure de leur investissement. Je pense qu'il faut repenser la manière dont on évalue ça, parce que autant effectivement l'accès au logement, ça ne dépend pas à 100% évidemment de l'investissement des professionnels du secteur social, loin de là, ça dépend de beaucoup d'autres facteurs, autant la qualité de l'accompagnement, la continuité du service et du service public, la bonne articulation des acteurs autour des personnes pour répondre à ces besoins, ça dépend de ce secteur. Il y a une dimension politique évidemment, mais ça dépend quand même de la coordination entre les différents dispositifs et différentes organisations, structures de ce secteur. Et je pense que c'est à cette aune-là qu'on doit évaluer leur action. Eh bien, merci beaucoup. On va pouvoir passer maintenant à une phase de questions avec la salle. Voilà, je trouve intéressant les éléments que vous avez pu évoquer. Il nous semble, nous, au niveau de la fédération, que ça doit être aussi important que ce service public de la rue au logement, et vous en parliez un petit peu sur ce que ça peut changer en termes d'identification des professionnels à leur mission. Mais il nous semble vraiment que le pendant de ça, c'est vraiment que ça crée aussi du coup un espace de conception d'actions nouvelles, d'intervention, qu'elles soient individuelles, collectives, que les professionnels puissent vraiment s'approprier pour les concevoir, et qu'on ne soit pas que sur des visions du service public qui vont finalement
corps, enfin des personnes qui ont à leur main la mission, c'est-à-dire l'État, les départements, les décideurs publics, on va dire, les autorités publiques, et que ça puisse aussi se traduire comme des modalités concrètes et d'espace de conception d'actions nouvelles pour les professionnels. Il me semble que c'est aussi important. On va pouvoir passer aux questions avec la salle. Je vais passer la main à Virginie, qui a pu repérer parmi les questions qui ont été posées certaines questions qui se recoupent et qu'on peut éventuellement vous réattribuer les uns les autres. Virginie, est-ce que tu nous entends? Oui, est-ce que vous m'entendez? Oui. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui est ressorti un peu des questions dans le chat là? Alors, du coup, donc on avait quand même pas mal de réactions, hein. Il y a eu voilà, des échanges. Peut-être commencer par des questionnements en fait pour avoir un peu des précisions sur les fonctionnements un peu plus opérationnels. Alors peut-être pour Quentin Lemat et Aurélie Dufay, justement par rapport notamment à l'orientation. Du coup, enfin voilà, qui en fait qui peut solliciter la plateforme? Est-ce que c'est les partenaires? Est-ce que c'est les personnes elles-mêmes? Notamment. À quelle fréquence, du coup, se font les échanges? Enfin, voilà, est-ce qu'il y a des fréquences déterminées ou est-ce que voilà, c'est au fil de l'eau? Et puis la question aussi des financements, puisqu'on voit aussi qu'il y a un enjeu important en la matière. On va commencer avec ces 3 questions. On va vous demander de répondre assez vite pour qu'on puisse, voilà, dans le gros quart d'heure qui reste, pouvoir traiter le plus de questions possible. Donc, une première question, éventuellement, on peut passer la main à Quentin ou à Aurélie, en fonction de qui souhaite répondre. Donc, finalement, qui peut s'adresser à la plateforme? Est-ce que ça correspond à une réalité éventuellement pour les personnes elles-mêmes? Et du coup, quel type d'échanges ensuite sont prévus entre professionnels et entre personnes et professionnels dans ce cadre-là, et ensuite éventuellement nous dire en lien avec ces éléments-là, qui est-ce qui finance notamment en fait les étages qui vous permettent de fonctionner, c'est-à-dire pas les dispositifs existants, mais les éléments de financement qui permettent à cette logique de plateforme de vivre en fait. Ouais. Je me permets, du coup, alors pour qui est en mesure d'interpeller la plateforme, nous, l'idée, c'est qu'on l'a ouvert de manière assez large à tous les partenaires du territoire. Donc, que ce soit les CCAS, nous, ce qu'on appelle les MDS, mais qui peut s'appeler les UTPAS. Voilà, il y a les centres d'hébergement, les structures de soins, etc. L'idée, c'était d'ouvrir de manière très large et que la plateforme, elle puisse, on va dire, être sollicitée par tout le monde. Après, il y a même effectivement des gens qui, après, par rapport au bouche à oreille, tout ça, nous sollicitent directement quand ils ont une difficulté de logement. Donc, bon, on essaie de rester avec des professionnels, avec une fiche de saisine, des éléments concrets, etc. Mais voilà. Après, quand on reçoit, on va dire, on reçoit un papier, une fiche, et c'est mon rôle, on va dire, de l'étudier, de retracer un petit peu le parcours locatif de la personne, l'ensemble des besoins, des problématiques, etc. Et ensuite, faire une préconisation en termes d'accompagnement. Donc, quand je dis que la plateforme est dématérialisée, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'échanges, on va dire, en amont de la mesure d'accompagnement qui vont se faire soit par mail, soit par téléphone, soit, on va dire, on essaie de communiquer comme ça. Ensuite, une fois qu'on s'est fait une idée de la situation, on propose un accompagnement, etc. Et là, ça peut être l'occasion de se rencontrer, notamment avec le ménage, avec le partenaire et avec d'autres partenaires qui seront en mesure de mettre en place une mesure d'accompagnement. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Il n'y a pas de temporalité. On essaie de faire au fil de l'eau et de s'adapter en fait à la personne. Ensuite, pour les moyens, nous, c'est des accompagnements, les accompagnements renforcés qu'on a. Donc, pour parler, c'est 5 000 € l'accompagnement sur un an. Donc, après, il y a plusieurs associations qui portent des dispositifs d'accompagnement. Donc, les associations se sont adaptées, ont constitué des équipes pluridisciplinaires, etc. Et sont adaptées pour répondre au cahier des charges des accompagnements renforcés. Donc, en plus de la coordination, il y a des moyens autour de la mesure d'AVDL renforcée qui est du coup liée au fonctionnement de la plateforme et qui, eux, sont sur le financement État AVDL, si on a bien compris. Et puis, après, la coordination, si j'ai bien compris, elle est liée au financement en tant que territoire ami. En fait, toutes les mesures d'accompagnement, là,
elles ont été demandées dans le cadre effectivement de l'appel à manifestation d'intérêt. Après, là, on est en train de rechercher effectivement, pourquoi pas. Après, les associations recherchent aussi des financements privés, par exemple, pour enrichir l'offre d'accompagnement ou des choses comme ça. Mais c'était dans le cadre de l'AMI qui a eu ces mesures d'accompagnement renforcées. Donc, c'est une autre orientation que la filière SIAO traditionnelle. Enfin, du coup, c'est une autre saisine qui peut vous être faite. C'est en fait, ouais, c'est ça. Moi, je suis rattaché au SIAO, mais c'est, on va dire, une procédure particulière, en fait, une procédure particulière pour le logement d'abord. Mais on travaille étroitement, on va dire. Est-ce que éventuellement il y a d'autres intervenants? Et bon, je vois que Aurélie, vous avez ouvert votre micro, donc est-ce que vous auriez aussi des éléments de réponse un peu là-dessus, sur un peu la même question? Alors, la première question, qui peut solliciter? Pareil, même ambition, c'est ouvert à tous les travailleurs sociaux du territoire, peu importe qu'ils soient dans des CCS, des associations, on a même ceux de l'hôpital, c'était le plus large possible pour que le moins de personnes possible passent au travers. Du coup, ça se fait via le SI SIAO, donc qui est bien chez nous la porte d'entrée et le logiciel support. À partir du moment où c'est saisi dans le SI SIAO, toutes les semaines, le SIAO, enfin les référents de parcours qui sont au nombre de 2 ETP sur le territoire isérois, se réunissent toutes les semaines avec des partenaires qui peuvent varier d'une semaine à l'autre pour cette commission d'orientation qui va ensuite flécher plutôt les ménages qui relèvent du logement d'abord et de l'accompagnement qu'on met en place à ce titre-là, l'accompagnement renforcé vers une instance qui fonctionne en dématérialisé, même chose, hein, idée de réseau, d'échange beaucoup dématérialisé, et physiquement, enfin moi en ce moment, une fois par mois, ne serait-ce que pour tirer les enseignements des cas particuliers qui ont été mis en place. Donc on est sur un rythme, on a une trentaine de situations qui sont comme ça, au titre du logement d'abord examiné chaque mois et avec le pendant de l'offre que je n'ai pas trop évoqué, mais du coup, le plus de une fois que l'orientation vers le logement d'abord est faite, ce n'est pas le SIAO qui va aller mobiliser l'offre. Chez nous, il n'y a pas cette passerelle, enfin, c'est la métropole qui fait les services techniques de la métropole au titre de la contribution à la plateforme qui font cette passerelle pour mobiliser l'offre une fois que l'accompagnement est décidé. Du coup, sur le financement, c'est la troisième question. Il y a un effort en propre de la métropole qui, en parallèle et en complémentarité de la réorganisation territoriale du SIAO et la mise en place de référents de parcours, donc j'évoquais 2 ETP, la métropole dédie également 2 ETP d'animation et de coordination au travail social et à la réalisation éventuelle d'accompagnements globaux depuis la rue jusqu'au logement quand il y a une absence quand il y a un trou dans la raquette. Et on a une organisation territoriale qui jusqu'ici crée un peu des trous dans la raquette, notamment sur les personnes seules. Voilà, il y a donc cet effort-là. Il y a un effort particulier au titre des crédits AMI qui est fait sur la réponse aux jeunes sans ressources. Puisque là, on a mis en place, constatant que notre circuit global ne marche pas pour ce type de population, on a un dispositif qui rentre aussi quand même par le SI-SIAO, où on verse un pécule aux jeunes, mais bon, ça se fait aussi dans le Nord-Pas-de-Calais. C'est adossé à des crédits AMI. Et puis, un effort dans le cadre du FNAVDL. Donc, dans le nouveau fonds, là, on a un dossier commun pour ce que j'ai évoqué tout à l'heure sur le pot de moyens communs et non plus de mesures qui répondraient à des dispositifs. Un effort du coup financier là aussi pour la métropole, mais aussi pour les bailleurs sociaux qui sont venus amplifier localement aussi une dynamique qui se faisait déjà au niveau national sur le FNAVDL. Voilà, mais du coup, c'est effectivement ce qui nous permet de passer, je regarde dans le chat en même temps, mais à des niveaux d'accompagnement, enfin des coûts moyens d'accompagnement où on est au-delà du forfait moyen AVDL, hein, sur cette modularité qu'on recherche.
c'est forcément un effort financier plus important, même si nos synergies dégagent quelques marges de manœuvre, mais ce n'est pas suffisant. On va pouvoir peut-être passer. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui se recoupent un peu dans celles qui sont sorties dans le chat, Virginie? Ouais, alors du coup, ça peut aussi, enfin voilà, cette question du financement, peut-être pour Emmanuel Hénin de la Dial, c'est vrai qu'on se rend compte quand même qu'en fonction des situations, enfin, on parle beaucoup de personnes voilà, avec des situations complexes, voilà, des personnes qui peuvent être aussi très éloignées du logement, et c'est un peu l'enjeu aussi du logement d'abord, de ne pas s'adresser que à ceux qui pourraient y accéder. Et donc avec cette notion d'accompagnement global, donc qui peut aussi être, qui est réalisé notamment par les CHRS. Et donc du coup, il y a beaucoup d'ambition par rapport à ces enjeux-là d'accompagnement, d'accès au logement, mais sur les territoires de mise en œuvre accélérée et de manière globale, on peut s'interroger un peu sur les moyens qui sont mis à disposition qui permettraient justement de réellement pouvoir mener cet accompagnement global, avec du coup effectivement des perspectives sur de l'accompagnement hors les murs. On parle aussi de CHRS hors les murs, mais pour autant, il y a aussi un contexte au niveau budgétaire de limitation de certains budgets. Or, même un accompagnement hors les murs nécessiterait justement des moyens conséquents pour accompagner des problématiques complexes. Donc peut-être voir justement par rapport à ça les ambitions qui sont les vôtres. Et il y avait aussi une question par rapport à l'échelle territoriale qui vous semblerait la plus pertinente pour avoir ces plateformes. Voilà. Quelle serait l'échelle, selon vous, qui serait la plus pertinente pour mener à bien ce travail de plateforme? Bah voilà, je vous propose que sur ces deux questions, la première, éventuellement, on l'adresse à Manuel, et peut-être la seconde, si c'est cette question de l'échelle finalement de coordination entre professionnels. Voilà, on a vu qu'il y avait une vraie différence entre le modèle dans le Pas-de-Calais et le modèle qui est sur la métropole. Voilà, est-ce que éventuellement vous, côté Loire-Atlantique, ça vous fait réfléchir sur cette question du territoire? Vous avez parlé de territorialisation du SIAO tout à l'heure, mais on va commencer avec la première question qui est sur est-ce qu'il y a une réflexion aussi sur les moyens du coup liés à l'accompagnement au-delà de leur coordination stricto sensu? Oui, plusieurs dimensions dans ma réponse. Je pense qu'on peut demander, mais les témoignages d'Aurélie, de Quentin montrent quand même qu'il y a quand même eu des possibilités données au territoire pour tester des choses et pour mettre en œuvre des accompagnements un peu différents et renforcés. Donc, je sais que c'est jamais assez, mais malgré tout, on peut quand même on voit des résultats aujourd'hui à des renforts, y compris budgétaires, qui ont pu être apportés sur certains territoires. Et nous, on poursuit cette dynamique, puisque vous savez on va engager un travail avec 23 nouveaux territoires de mise en œuvre accélérée qui vont aussi être accompagnés budgétairement, tandis que les 23 premiers continuent à l'aide dans leurs actions. Donc, bon, c'est jamais assez, mais malgré tout, je crois qu'on a fait la preuve de notre volonté de vouloir continuer de travailler à l'augmentation de ces moyens de l'accompagnement. L'État a renforcé quand même très fortement ses moyens en matière d'hébergement et d'accompagnement des ménages sans domicile. Et en 2020 en particulier, on est sur un programme qui a augmenté, un programme budgétaire qui a augmenté de manière extrêmement significative ces dernières années, encore plus en 2020, qui va encore atteindre un record en 2021. On est en train de négocier là les budgets pour 2022, mais je peux vous dire que c'est des ordres de grandeur de plusieurs centaines de millions d'euros qui se jouent. Donc c'est évidemment des dimensions qui sont prioritaires. Je pense qu'on peut aussi dire que les conseils départementaux ont été extrêmement impliqués en 2020, les métropoles, au titre de leur FSL et de leurs autres compétences, et qu'il y a eu des investissements financiers qui ont été historiques. Donc, bon, évidemment, c'est jamais assez, mais malgré tout, les choses quand même, il y a des efforts qui sont faits. Et je dois dire aussi qu'il y a
au-delà de la question du renfort, hein, de ces ressources, il y a quand même une vraie dimension aujourd'hui sur l'optimisation de l'existant, hein, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure, mais quand on a un empilement, un éparpillement de tous ces dispositifs, on a aussi beaucoup de pertes en ligne, et j'en suis convaincu, et on a des territoires qui témoignent du fait de mutualisation de moyens qui ont redonné des capacités d'intervention sociale de l'ordre, enfin de manière significative, quoi, hein, ils ont regagné des capacités à intervenir plus ou plus longtemps ou de manière plus intense auprès de personnes. Enfin, je voudrais quand même, voilà, sur la question de la remise à plat de l'existant, je pense que, je le disais tout à l'heure, on a quand même un enjeu à repenser aussi la manière quels sont les rôles et les missions de chacun des dispositifs. Et souvent, on fait la comparaison entre le dispositif Un chez soi d'abord et son niveau d'accompagnement très soutenu, etc. Mais le dispositif Un chez soi d'abord, c'est 14 000 € la place par an. C'est le coût moyen d'une place en CHRS. Hein, et ça inclut accompagnement et gestion locative, et accompagnement pluridisciplinaire et gestion locative. Donc après, les choses ne sont pas comparables à l'euro près, évidemment. On a des dimensions en CHRS qui sont peut-être moins coûteuses dans un dispositif dans le diffus et en sous-location. Mais néanmoins, je pense qu'on a matière à repenser la manière dont notre argent est mobilisé et la manière dont nos dispositifs répondent aux besoins actuellement. Mais voilà, c'est malgré tout un investissement de l'État qui, à mon avis, est significatif sur ces questions. Sur la question de l'échelle territoriale. Ce sera la dernière question qu'on prendra. Du coup, si vous, Gaël, ça vous va de répondre, ce sera aussi une forme un peu de conclusion de cette table ronde qui, du coup, appelle aussi à d'autres échanges sur les différents niveaux qu'on a pu aborder aujourd'hui. L'échelle territoriale, pour moi, c'est celle du parcours résidentiel des personnes concernées par le sujet. Et donc, je pense que nos offres d'accompagnement, il y a une nécessité peut-être d'adaptabilité de nos offres d'accompagnement ou en tous les cas de notre capacité à les activer en fonction du parcours résidentiel des personnes. Et que ça passe par la proximité. Donc l'échelle territoriale pertinente, elle est celle du parcours résidentiel du public, et c'est davantage un cadre de référence commun qu'il faut construire à une échelle finalement assez large, mais avec une capacité d'activation sur du micro-local. Voilà, nous, on a des espaces départementaux des solidarités, donc c'est un petit vraiment, il y en a 33 sur le territoire, donc c'est une toute petite échelle, mais de fait qu'il faut que le professionnel et le parcours soutenu par le professionnel, il y ait une capacité d'activation voilà, de son offre de proximité, mais plus largement, parce que si je fais le lien avec d'autres dimensions, notamment la question de l'accès à l'emploi, c'est pas nécessairement dans la proximité, c'est peut-être plus large. Et donc, quand on travaille sur l'accès à l'emploi et au logement, c'est dans quelle mesure une situation particulière, j'ai la capacité à activer l'offre logement et emploi sur un territoire plus large que celui où la demande est formulée. Sur la question des financements, je pense aussi qu'il faut qu'on travaille sur une plus forte perméabilité de nos financements et de nos investissements entre les différentes politiques publiques. Et là, je nomme notamment le service public de l'insertion et de l'emploi, le service public de la rue au logement, et je pense aussi, bien évidemment, aux politiques publiques dédiées à du public spécifique, et je pense là aux jeunes sortant de l'ASE. Mais ça, je dirais, toute cette mécanique, c'est de la mécanique institutionnelle qui doit vraiment, je dirais, voilà, faire fonctionner le moteur de la voiture. Notre enjeu étant que celui qui pilote, à savoir la personne et son parcours résidentiel, nous, on assure la mécanique et que ce soit le plus fluide possible pour la personne concernée. Bon, bien, très bien. On arrive sur la fin de ces échanges. Je pense qu'on a bien conscience que les plateformes, elles viennent interroger un ensemble de sujets, à la fois de gouvernance, de conditions d'intervention des professionnels, de conditions voilà, de mise en commun de ces différents dispositifs-là. On en a parlé beaucoup et voilà, c'est des sujets qui vont être à l'agenda, je le pense, pas mal du
du service public de la rue logement, comme vous avez pu l'évoquer. Donc, on aura, je pense, l'occasion de se retrouver sur ces sujets-là, parfois pris en compte de manière un peu plus distincte, ce qui nous permettra peut-être d'approfondir certains des sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui. Mais en tout cas, merci beaucoup à vous quatre. Voilà, j'espère que ça correspondait aussi un peu aux questions qu'avaient les participants avant de démarrer cet atelier. Et puis, voilà, les journées SIAO, ça continue. Il y a des ateliers qui vont avoir lieu dès ce début d'après-midi. Donc, voilà, encore une fois, merci à tous et je vous dis, on vous dit tous de la part de la face à très bientôt alors. Merci, au revoir. Merci. 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 Au revoir. Au revoir.